bienvenue sur le 31e épisode de Radio VGL. Mon invité du jour est l'expert en horlogerie Alexandre Léger. Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur ce métier atypique avec cette personnalité haute en couleur. Nous avons discuté librement, sans aucune coupure ni aucun montage, et c'est notre discussion qui vous est restituée ici, dans cet épisode 4 de la saison 3. Je m'appelle Arnaud Chanteloup et vous êtes bien sur Radio VGL, le podcast de verygoodlord.com. Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler de Bucherer Paris, mon partenaire pour cette saison 3 de Radio VGL. Bucherer Paris, c'est un magasin d'horlogerie de 2200 m², c'est vraiment immense, qui regroupe 32 marques sur 3 étages au 12 boulevard des Capucines à Paris. La maison Bucherer propose des montres neuves, bien entendu, mais aussi une sélection de seconde main appelée CPO pour Certified Pre-Owned. Et si vous êtes passionné d'horlogerie comme moi, je vous invite vivement à aller y faire un tour. Bonjour Alexandre. Bonjour, tu vas bien? Ça va et toi? Recommence. Non, on recommence pas. Si. Ah non, on recommence pas. Je peux te dire, j'ai mis play, on recommence pas. Bonjour Alexandre. Bonjour, C'est sans Arnaud. aucune coupure, sans aucun montage, on a dit. Bien, c'est bien. Ça, c'est un truc de feignant, t'as pas envie de bosser. Exactement. Non, et je me suis dit, c'est beaucoup plus simple. Bienvenue au micro de Radio VGL. Ça me fait vraiment un immense plaisir de t'avoir ici. C'est gentil. Et de pouvoir partager avec les gens qui vont écouter ton parcours, parce que pour te présenter très rapidement, mais après je vais te laisser faire parce que je pense que tu es plus à même de te présenter toi-même. Tu es Alexandre Léger, mais rien n'est léger chez toi. Non, on essaye. Tu es toujours très précis, tu ne prends pas les choses à la légère, C'est sûr. et tu es donc expert en horlogerie. Un véritable expert, si je puis dire. Mais ça, tu vas nous expliquer en quoi ça consiste d'être expert en horlogerie. C'est-à-dire que tu travailles avec des commissaires-priseurs pour expertiser des pièces. Tu es aussi expert en joaillerie. Tout à fait. Et tu es peut-être expert en autre chose dont j'ignore, mais... J'ai pas le titre en tout cas, donc je peux pas le revendiquer. D'accord, donc tu es expert uniquement en horlogerie et en joaillerie, ce qui est déjà pas mal. Et tu es un des, disons, vous êtes 5, 6 à faire Ouais, ça, on est 5 à travailler dans ce domaine-là et à faire beaucoup de ventes et surtout être reconnu par nos pairs, PIRS, et par le marché surtout. À faire ça en France, et donc je suis très heureux de d'avoir cet oiseau rare au micro de Radio VGL. Tu t'es fait une petite réputation ces derniers temps parce que tu n'as pas ta langue dans ta poche, mais on aime ça, hein, franchement. Et c'est plutôt bien de donner son avis, et en plus ton avis est quand même relativement, je dirais, pondéré par ton expérience. Donc ça, on va dire que je gueule pas pour gueuler. Voilà, j'analyse avec des choses factuelles. C'est peut-être que mon métier d'expert retombe dessus, on va dire, mais découle de ça. Mais non, je gueule pas pour gueuler. Quand je gueule, je veux pas faire du buzz, voilà. Et raconte-nous comment t'en es arrivé là. D'où tu viens déjà? Alors, d'où je viens par rapport à beaucoup de gens du métier, je suis pas du tout issu de ce métier-là, ce milieu-là, pas du tout. Familialement parlant, tu veux dire? Familialement parlant, 2 parents fonctionnaires, pas du tout dans le milieu de l'art, pas du tout à Paris. Moi, je viens du 93, je me suis un peu fait tout seul. Comment on attrape un peu Tu viens de quelle ville? Ça, je le garderai pour moi. Ah, d'accord. On va dire 93 un peu chic. Ok. Mais voilà, et après, c'est des questions de sécurité. Voilà, il faut aussi garder un petit peu une part de mystère. Oui. Mais en tout cas, tu as raison, parce que c'est vrai que tu es voué à être en contact avec des belles choses. Avec de belles choses. Donc, tu as raison de faire attention. Même si c'est pas chez moi et que c'est dans des coffres, on a des métiers où on s'apprend pas à l'école. Justement, je vais en venir avec mon parcours, mais c'est des choses que tu apprends sur le tard. Et non, pas du tout. Moi, je suis pas du tout issu de ce métier-là, ce milieu-là. Je le connaissais pas. La seule chose, c'est que mes parents aimant les belles choses, il y avait une salle des ventes dans la ville où on était. Et donc, de temps en temps, on allait à la salle des ventes, pas forcément pour acheter, on regardait, etc. Voilà. Ah, t'allais donc en salle des ventes déjà? Ouais, quand j'étais jeune, j'avais 16, 17 ans, un truc dans le genre. Ouais, donc ça te donne quand même... Et puis après, t'arrives au niveau du bac, tu te dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie. J'ai toujours aimé les belles choses, mais pas forcément... Alors, il y a un problème, c'est que la connotation belles choses, c'est souvent des choses chères. Et en fait, quand tu grattes un petit peu, en fait, tu te rends compte que pourquoi c'est cher, parce que... C'est très vague, hein, au voilà. final, hein,
c'est des choses qui prennent du temps, avec des beaux matériaux, qui sont faits en petites séries. Donc là, en fait, tu te dis, bon, en fait, c'est pas le luxe que j'aime, mais c'est l'artisanat. Comment, d'une matière brute, par exemple, on va en faire un produit fini? Comment on va réfléchir à ça? Bon, alors tu te dis ça, tu as 18 ans, tu dis, qu'est-ce que je vais faire comme étude? Un peu pour me rassurer. Qu'est-ce qui te... Parce que bon, ça, c'est aussi le recul que tu prends aujourd'hui sur ce que tu as fait, mais comment tu te dis ça à l'époque? C'est vraiment quelque chose où tu sais que tu aimes ce qu'on va appeler communément les belles choses. C'est une définition qui va être très large. chacun va avoir en soi, mais comment tu le sens à l'époque? Comment je le sens, même si j'ai pas vécu dans une famille extrêmement aisée, chez moi il y a des belles choses anciennes, il y a des belles choses qui sont plutôt modernes, etc. Mais voilà, tu te dis, bah tiens, tu as une appétence, c'est un mot qui me fait rire, je vous expliquerai après pourquoi, mais tu as une appétence sur ces belles choses-là. C'est bon, tu fais même des petites... non, je tease en introduction, c'est très bon. Je n'aime pas bosser, quoi. Je te laisse parler, vas-y. Et puis tu te dis à 18 ans, dans ta tête, tu te dis, ouais, tu commences à regarder les ventes aux enchères, commissaire-priseur, expert, et puis tu te dis, bon, peut-être qu'un jour je serai commissaire-priseur ou expert. Et à 18 ans, un peu pour rassurer tes parents, parce que tu dis, quand tu viens pas de ce milieu-là, tu dis, je voudrais être commissaire-priseur ou expert, tu t'annonces 5, 6, 7, 8 ans d'études, voilà, c'est compliqué. Et puis, tu découvres un peu cet univers-là. Je fais 3 ans de droit et Sciences Po. Et puis, tous les après-midi, je me démerdais pour aller à Drouot. Je regardais des choses, et puis tu regardes un peu de tout, et puis tu te focalises, tu te dis c'est quand même pas mal les montres, c'est quand même pas mal les bijoux. Alors même si j'avais déjà eu des approches sur les bijoux et les montres, parce que j'ai toujours aimé ça. D'accord. Tout petit, pour les gens qui sont nés dans les années 90 comme moi, vous aviez par exemple, ça c'est là où le plus vieux souvenir qui me rapproche à mon métier, c'est avec mon père. Mon père achetait au marchand de journaux, tu avais des trucs toutes les semaines où tu pouvais acheter un petit minéraux dans une petite boîte avec de la mousse, etc. Il t'expliquait ce que c'était. Donc j'ai commencé une collection comme ça, je crois que je vais pas dire une connerie, j'avais 14-15 ans, un truc dans le genre. D'accord. Donc déjà, le premier vrai rapport que j'ai avec la joaillerie, c'est ça. L'horlogerie est venue un peu plus tard parce que l'amour du travail bien fait, l'amour du minuscule, de découvrir une montre qui appartenait à mon arrière-grand-père dans un placard, voilà, je me suis dit waouh, c'est génial. Mais faire mon métier, je pensais pas à l'époque. L'horlogerie, c'est un peu le mix entre de la mécanique, de la joaillerie, enfin de l'artisanat. Enfin, tu vois, il y a un peu tout. Il y a ce côté parce que la joaillerie, il y a pas beaucoup de mécanique dedans, à part des fermoirs, des choses comme ça. Ouais, mais il y a ce côté très mécanique aussi. Après, dans les autres passions où tu disais, il est peut-être expert en beaucoup de choses, je le revendique pas, mais j'ai une passion très importante, voire peut-être même supérieure aux bijoux et aux montres pour l'automobile. D'accord. Voilà, on va dire que je maîtrise assez bien tout ce qui est automobile, surtout anglaise et française entre les années 50 et 90. Voilà, donc on va dire qu'on se spécialise. Mais donc voilà. Alors, on peut pas être spécialiste en tout, malheureusement. Non, tu peux pas être spécialiste en tout, je suis le premier à le dire. Tu peux avoir de l'appétence et de deux. Et de deux. Mais non, tu peux pas te spécialiser en tout, il fallait faire un choix. Alors, ce que je dis toujours, je vais pas raconter une dernière blague qui est une blague personnelle, mais je sais jamais choisir. Moi, ma vie, j'ai la chance de ne pas choisir. Donc au final, comment t'arrives à choisir de faire ces études-là, tu vois? En fait, tu fais droit et Sciences Po parce que ça te rassure. C'est tellement large. Moi, j'ai aussi fait droit parce que c'était aussi ça te rassure, etc. Possible. Après, j'ai fait une année de transition où quelqu'un de ma famille était malade et je m'en suis occupé, et en même temps, j'ai pu faire l'ING, l'Institut National de Gémologie, où je me suis formé en pierre. Okay. Enfin, voilà. Après, est-ce que je recommande pas ça pour faire ce métier-là? Ça, c'est un autre sujet. Et après, j'ai enchaîné sur une licence en histoire de l'art à la Sorbonne, avec une spécialisation archi et art du 20e. Okay. Et là, tu commences à comprendre que l'architecture, les arts décoratifs, tout au long du 20e siècle, il y a quand même beaucoup de liens qui sont faits avec l'automobile, parce que j'aimais ça, l'horlogerie, la joaillerie, etc. La mode, que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, tu arrives après 7 ans d'études à te dire, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et avant-dernière année de fac d'histoire de l'art, je fais un stage, et il fallait faire un stage, et je choisis de faire un stage de commissaire-priseur pour être commissaire-priseur, ou tout du moins voir ce que c'est un peu le vrai métier. Ouais.
Comme tu regardes le calendrier, tu dis bon, écoute, si tu bosses bien, en avril, t'as fini et tu peux faire mai, juin, juillet, août. Ouais. Ou mai, juin, juillet. Avril, mai, juin, pardon. Pourquoi je dis avril, mai, juin? Parce qu'en fait, les ventes intéressantes dans l'année, elles sont souvent au mois de juin et au mois de décembre. Ah ouais. Mais il faut 2 mois de préparation. Et pourquoi? Parce Pas que en la fait, préparation, mais le marché veut qu'on fait souvent des ventes, ce qu'on appelle les ventes de prestige, etc. Autour du mois de dans le mois de juin et Ok. dans le mois de décembre. Il y avait eu une explication historique à ça ou... Non, c'est avant les vacances. D'accord. En bijoux et montres, c'est souvent parce que tu as ce que j'appelle les ventes de bacs et de mariage, parce que tu te maries dans l'été, tu prépares les bijoux, les bacs parce que tu offres un cadeau à ta fille ou à ton fils parce qu'il a réussi un examen, etc. Et Noël pour autour de Noël. Et donc je me suis dit, moi, faire un stage à Paris juste au mois de juin, je m'en fous parce que je vais voir l'aboutissement du travail des autres, mais pas mon travail qui a permis de faire la vente. D'accord. Et je dis, bah écoute, bosse bien. Et en avril, je bosse bien. Et je récupère un stage à Cannes pendant 3 mois où j'ai commencé à monter une vente. Le commissaire-priseur m'a dit, oh, allez-y, faites ce que vous voulez. Sympa. C'est très sympa, inconscient mais sympa. Quelqu'un qui t'a fait confiance. Quelqu'un qui m'a fait confiance. Et, confiance un peu aveugle. Non, après, je sais pas, il a dû sentir non, en toi. aveugle, après tu lui montres que tu étais passionné, Oui, que tu as fait un peu des études là-dedans, que la tu confiance, peux, ça peux apporter gagne. une chose. Donc voilà. Il se passe que la vente se passe plutôt très bien. Très très bien. Et à la rentrée, une vente de quoi? Bijoux et montres. Ok. Avec des bijoux sympas, des montres très sympas. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance. Et tu les de mes sources confrères. où tu les... Alors, comment tu sources dans Je vais une te poser vente des questions un peu bêtes. Hein, non, mais je t'aurais expliqué après. Comment tu sources, en fait? Tu fais des pubs dans le journal local. Nous recherchons ça. Tu envoies un mail à tous tes clients que tu as déjà en disant si vous voulez, on est en train de préparer une vente de tel type. On clôture telle date pour une vente de temps. Est-ce que vous avez des choses à vendre, etc. Les commissaires-priseurs travaillent avec des notaires lors des successions et autres. Tu fais un inventaire. Voilà. Donc, il y a plein de canaux qui nous permettent de récupérer les objets. Ok. Donc voilà, et puis il se passe que il y a eu un inventaire sympa. Je crois qu'il y a eu une collection de montres militaires à l'époque qui tombe avec une Blancpain Barracuda, une Rolex Explorer, etc. Il y avait des trucs sympas. Tu t'en souviens encore de ce qui est Ouais. Ah moi, tu me remontes un truc 10 ans après, je vois ce que c'est. Ah ouais. Ouais. Même dans les ventes des confrères ou même dans les autres trucs, je vois un truc un peu particulier, je dis tiens, vente machin, bidule, ça doit être il y a 2 ans, clac. Ouais, énorme. Après, je suis pas intelligent, ce qui me sauve, c'est que j'ai une mémoire visuelle, donc voilà. Ouais. Et donc voilà, ce qui se passe, c'est que la vente se passe super bien. Un confrère achète dans cette vente-là une montre hyper particulière qui était sans marque et sans rien du tout. Mais comme j'avais bien décrit l'affiche, j'avais bien décrit l'objet dans l'affiche, lui, il savait, puisqu'il était au patrimoine d'une grande maison de horlogerie, il savait que c'était un mouvement de cette manufacture-là, et il m'a dit, vous avez un bon œil, vous savez bien décrire, etc. Et puis à la rentrée d'après, donc on est en 3e année d'histoire de l'art, j'ai partagé mon temps entre la Sorbonne et un dépôt vente de luxe que tout le monde connaît qui s'appelle Collector Square. Ah d'accord. Où je reste, 6 mois en stage. Et donc là, t'apprends, tu vois beaucoup de choses. Voilà. C'est quoi ce blanc? T'apprends beaucoup de choses. Et, il y a un sourire avec le blanc. Voilà, je sais pas si tu... Non, mais après, t'apprends beaucoup de choses. T'apprends beaucoup de choses. Et voilà, en bien ou en mal. Et puis ça te forge. C'est ça qui est top. Ça te forge, ça te forme. T'as 25 ans, tu vois des choses, tu rencontres des confrères, tu rencontres les clients, tu les vois tous les jours. Donc ça, c'est top. Voilà, c'est super d'avoir cette expérience-là. Il se passe 6 mois, quelque chose comme ça, l'été passe, etc. Je commence à me dire, expert, ça serait quand même pas mal, mais bon, vu mon jeune âge, jamais ils m'accepteront, etc. Et puis il y a une maison de vente qui en février, ça doit être un truc comme ça, janvier-février 2000, je me vois pas vieillir, 17... Ouais, ça va être un truc dans le genre, qui me dit voilà, on voudrait monter un département, on a déjà un département bijoux, est-ce que ça vous intéresse de monter le département montre, on sent que ça fonctionne, etc. Je dis ok, pourquoi pas. Ça, c'est chez qui? Chez Osna, à Fontainebleau. Ok. Et alors ça passe, j'ai monté ce département-là, qui va maintenant continuer à fonctionner. Et sans toi? Oui, ah ouais, d'accord. Il arrive qu'il y a des choses qui fonctionnent sans moi. Après, j'ai mon jugement sur certaines choses, mais je ne dirai pas plus. Mais t'as monté j'ai monté ce département-là de A à Z. On a tapé dans les fichiers clients, en vin, en automobile, en différents trucs qui peuvent être l'univers de l'homme, comme disent certaines maisons anglo-saxonnes. Je crois que j'ai vu ça il n'y a pas longtemps.
Et puis, en faisant une blague à Maître Ozna, donc le commissaire-priseur, je dis écoutez, le plus drôle, c'est que ça serait la première vente, on fasse un record du monde. Mais non, jamais on fera un record du monde. Et la première vente, on a fait un record du monde. Un record du monde de quoi ? J'ai eu le record du monde. Alors, ça passe. Les records du monde, il y en a certains qui sont battus tous les 3 mois en bonne période, et des fois, il y en a qui restent vitam aeternam. Mais j'ai eu pendant quelques mois le record du monde sur une Blancpain 50 Phantom. Ok. Donc voilà, et puis ça arrive comme dans certaines. Ça, t'aimes bien ? De quoi ? À faire des petits records comme ça ? Alors, il y a des records, tu sais que le jour où tu le fais, quelques mois après, ils vont être battus. Il y en a certains où tu sais que tu les as à vitam aeternam. Ça te fait plaisir ? Je sais que j'en ai qui sont imbattables. Ouais, parce que en fait, pour beaucoup de gens, en fait, quand tu te dis il fait un record du monde, voilà, j'ai la chance que depuis 3 ans, je dois faire 3 records du monde par an. Donc, sur différents. sur différents, que ça soit sur des bijoux ou que ce soit sur des montres. Et ça t'assoit ta légitimité. D'accord. Alors, surtout quand je te raconterai un peu plus tard pourquoi des fois les passions, même qui sont des passions, se regroupent. 6 heures plus tard. Non. Alors attends, faut que je te raconte. Non. Et quand tu estimes un truc, quand tu dis devant le client, écoutez, si ça se vend 50 000, parce qu'on n'a pas du tout c'est des pièces uniques des fois, donc tu n'as pas une cote, c'est quoi ? Je fais une aparté très rapide. Une cote, c'est quoi ? C'est on prend ce qui s'est vendu précédemment et on dit voilà, le dernier résultat c'est tant. Si c'est dans le même état, avec les mêmes papiers, la même provenance, ça peut faire le même prix. C'est comme ça qu'on fait une cote. Ou si ça, justement, ça n'est pas ça, mais ça s'est vendu, c'est presque ça. Parce que c'est mieux, donc on va les estimer moins bien. Ou alors c'était moins bien ce qui était avant, vous l'objet, c'est mieux, on va le vendre plus cher. Enfin, on va essayer de le vendre plus cher. Et quand tu dis à un client, écoutez, je pense que ça fera 50 000 et que tu fais quasiment 300 000 les records du monde, t'es content. D'ailleurs, si on continue sur cette histoire de cote, en aparté, quand tu fais tes estimations, c'est quoi l'objectif de cette estimation ? Parce que, on voit beaucoup d'estimations qui sont souvent dépassées, voire même très souvent dépassées. Les estimations, c'est... du moins dans l'horlogerie, en tout cas. Dans certaines maisons de vente, je dirais, trop souvent dépassées. Ouais, mais toi, par exemple, quand tu fais des estimations, j'ai l'impression, après j'ai pas un recul énorme, mais j'ai l'impression que t'es pas celui qui estime le plus généreusement. Non. Donc tu vas dire une pièce tu l'estimes à 15 000 euros, ou 1000 euros, peu importe, et finalement ça va être vendu 50. Quel est l'objectif ? Alors, moi, je suis pas trop. Alors, je me permets de te contredire, je suis pas trop comme ça. Il y a certaines pièces moi, je dis toujours au commissaire-priseur, il faut faire des estimations qui soient attractives et raisonnables. Raisonnable, tu sais que ça peut se vendre 1000. Autour de 1000, tu vas faire une estimation entre 800 et 1200. D'accord. Donc, il y a un côté commercial. C'est raisonnable, d'accord ? Ouais, okay. Mais il faut que ça soit en même temps attractif, parce qu'il faut que tu donnes envie aux gens de venir se manifester pour s'inscrire à la vente et enchérir. Et si tu as au moins plusieurs personnes qui se manifestent et qui viennent enchérir, à ce moment-là, les prix montent et c'est le marché qui se fait. D'accord. Donc, il faut faire quelque chose qui soit raisonnable, donc pas dire que ça vaut 1 euro ni 1 million si ça vaut 1000. Réaliste, parce que... Voilà. Réaliste, raisonnable et attractif. Moi, je suis pas du tout du style, certaines maisons anglo-saxonnes font des estimations qui sont déjà, c'est plus des fourchettes, c'est des louches avec des trous entre 100 000 et 200 000. Bon, c'est quoi 100 000 euros ? Ça veut dire que tu as fait une affaire de 100 000 euros, tu es à la limite de la connerie. Donc, des deltas aussi importants x2, x3, je trouve ça débile. Surtout quand tu sais que l'objet en vaut 500. Donc, alors, il y a quand même moi, je comprends une certaine légitimité quand tu donnes ton estimation. Alors, la légitimité, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de maisons de vente aujourd'hui, on va rentrer dans le dur. Les maisons de vente aujourd'hui, surtout internationales, on va dire qu'il y en a 4 qui tiennent le haut du pavé dans les montres. Parce que, voilà, on va dire qu'il y a Philips, qui est maintenant un peu au-dessus des autres dans les montres, Christie's, Sotheby's et Antiquorum. Voilà, on va dire qu'il y a le quatuor important, à rayonnement mondial, on va dire. Le problème, c'est que, par exemple, chez Philips, ce que j'apprécie parce qu'ils arrivent à avoir des objets extraordinaires, les gens ne vont pas venir acheter un objet, mais vont venir acheter un objet chez Philips. D'accord. Si tu veux, c'est comme Colette il y a quelques années. C'est pourquoi dans la boutique d'à côté de Colette, le trick-shirt, il était à 20 balles et pourquoi chez Colette, il est à 200. Parce que tu acceptes de payer un même objet équivalent dans un endroit précis, tu vas le payer plus cher. T'achètes un univers. T'achètes peut-être un sérieux, t'achètes peut-être aussi... t'achètes l'expérience. Voilà, oui, l'expérience client. Et pourquoi tu mettrais plus cher avec des gens différents ? Parce que tu crois à ces gens-là. Ouais.
Et Philips, c'est ça. Et ils sont géniaux pour ça. Ils ont mis la montre en tant qu'objet d'art, et limite objet de collection. C'est très intéressant. Ils font des photos, ils font des catalogues qui sont devenus en quelques années la référence. Après, voilà, ils font la cote. Ils se sont fait quand même bien assommer par certains experts. J'ai vu des choses récemment sur des histoires de Rolex frelatés. Enfin, voilà, quoi. Le gain, il est trop élevé. Ouais. Le gain, il est trop élevé. Ouais, voilà, moi, je dis pas sur tout, hein. Bon, après ça peut être juste sur tes petits détails. Encore une fois, je suis pas expert, mais non, des choses intéressantes qui sortent sur justement des contre. Oui, mais alors le problème, il est contre-avis, quoi. Le problème, il est là. Oui, alors après, c'est un autre débat. Si tu me redonnes 7 heures, je te fais une thèse. je te lance, je suis en train de te lancer. Mais si tu veux, le problème, c'est que comme les marques, jusqu'à preuve contraire, elles ont peut-être un patrimoine, mais elles savent pas ni l'exploiter, ni on n'est pas sûr et certain qu'elles ont totalement toutes leurs archives pour dire c'est bon, c'est pas bon. À un moment donné, quand tu sais que tu as un flou qui est possible, sans avoir la certitude que la marque a bien fait cet objet-là, bah, tu t'engouffres dans la faille. Et surtout que quand la faille, elle te fait passer de 50 000 à 500 000, tu te dis, il y a 450 000. Et comme je suis la référence mondiale, moi, maison de vente, pour revendre cet objet-là, de toute façon, il y a une très forte probabilité que s'il est revendu, il est revendu par moi, je ne vais pas me contredire. Ouais. Donc ça reste dans un petit milieu, dans un petit cercle, voilà. Après, voilà, le problème, c'est ce que j'ai dit, et comme tu disais tout à l'heure en introduction, j'ai pas ma langue dans ma poche, ou voilà, je fais des analyses qui n'engagent que moi, mais j'essaie d'être le plus factuel possible. On est depuis 2 ans dans une période où les gens sont chiés, les gens ne se voyagent pas, les gens ont du blé, il y a de la crypto-monnaie qui a explosé. Vous m'empêcherez pas de penser que quand tu vois les courbes de la crypto-monnaie, les courbes des montres de collection, c'est quasiment un parallèle parfait. Là, ça s'est cassé la gueule depuis 3 mois. Les montres se sont cassées la gueule aussi. Donc, bon. Le Bitcoin remonte, attention. Oui, et là d'ailleurs, ce que tu vois, c'est que depuis 3 semaines, 1 mois, ça reprend un petit peu du gap. Là, tout le monde attend avec frénésie les nouveautés 2023. On verra bien ce qui va se passer. Il y aura des nouvelles cotes. Et c'est ça aussi qui est plaisant dans le métier d'expert. C'est-à-dire que rien n'est jamais arrêté. Et il y a toujours des nouvelles choses qui sortent, il y a toujours des nouvelles codes qui se font tous les jours. Il faut être à l'affût de toutes les actualités au jour le jour. C'est ça qui est hyper agréable. Et donc c'est ça qui, à l'époque, quand tu fais ta première vente, t'a donné envie de continuer et donc de devenir expert. Ouais, alors en fait, quand je fais ma première vente, je me rends compte que quand tu as un petit peu de temps, ce qui dans ce domaine-là n'est pas tout à fait le cas, quand tu arrives à avoir du temps, qu'on te laisse faire un petit peu ce que tu penses être bon pour l'objet, que tu as le temps de faire des recherches, que tu le mets bien en valeur, les gens y croient, et s'ils y croient, les prix explosent. Okay. Et là, je me suis dit, waouh, ça c'est top. Après, devenir expert, c'est autre chose. Je fais plusieurs ventes, on me propose de travailler dans des maisons de vente aux enchères, pas en tant que salarié, mais en tant qu'indépendant, etc. J'en fais plusieurs, etc. Je travaille avec un confrère. Puis à un moment donné, on me dit, bah écoutez, si vous voulez, essayez de tenter de passer le concours. Okay. Donc tu passes un concours il y a 4 ou 5 chambres d'experts en France. Je tente là où était mon confrère qui m'a parrainé, parce que tu es parrainé par un de tes membres pour pouvoir rentrer, parce qu'il y a déjà un père PAIRS qui valide ton savoir en disant oui, je lui fais confiance, etc. Et puis tu passes un examen de moralité, un examen de ton savoir, etc. Tu justifies ce que tu as fait. Et puis moi, je me rappelle très bien le jour où j'ai passé l'examen. Ce qui les a fait très rire, c'est que le dernier moment de l'examen, j'ai donné mon passeport pour pouvoir qu'ils refassent que je rentre dans le syndicat. Et là, ils se sont aperçus que j'étais un peu très jeune. Ouais. Merde, on a rentré un gamin. Et en fait, c'est ce que je me bats. Et aujourd'hui, j'ai la chance à la CEA, donc c'est le syndicat auquel j'appartiens. Je suis secrétaire général de mon syndicat. C'est quoi CEA ? Compagnie des compagnies. Alors, je peux pas dire une chose parce qu'on est en train de changer la nomenclature et je veux pas dire une bêtise. C'est Compagnie des experts en antiquité, œuvres d'art. Voilà. Le nom va bientôt changer. On regardera CEA, mais ça va s'appeler la Compagnie des experts en art, antiquité, objets d'art et œuvres contemporaines. D'accord. Donc t'as 4 chambres comme ça en France. Et
où il y a toutes les spécialités qui sont, voilà, que ce soit ça va de l'Égypte à l'art contemporain, voilà. Même moi au CEA, je suis en train de leur dire, écoutez, mettez-nous des gens, je lance un appel sur Radio VGL, s'il y a des gens qui sont spécialistes en sneakers, en Pokémon, Ouais. en trucs hyper pointus, si vous avez la possibilité de justifier de votre expérience et que vous voulez rentrer dans le marché de l'art et que vous voulez être expert, on vous accueille avec grand plaisir, parce que expert, en fait, ce que j'ai dit lorsque j'ai été nommé expert, c'est pas une question d'âge. Expert, c'est en fait quelqu'un qui a la capacité, quand on lui donne quelque chose, d'avoir un cheminement intellectuel et moral pour arriver au maximum à la vérité. Ouais. C'est une jolie définition. Voilà. Donc en fait, on ne sait pas tout. Tous les jours, je me lève et quand je me couche, je sais que j'ai appris un truc. Oui, alors c'est vrai qu'on peut dire ça. Genre, de dire, c'est pas parce que tu es expert que tu sais tout. Non, je ne sais pas tout. Je vais pas te mettre n'importe quelle pièce sous les yeux Non. et tu vas me dire, ah oui, ça c'est telle année, telle date. Non. C'est tu sais, tu connais, ok, t'as vu beaucoup de choses, Voilà. mais tu sais où chercher. Tu connais beaucoup de choses et tu sais où aller chercher. Voilà. Après, c'est le où aller chercher, c'est là que ça des fois devient compliqué. Voilà. Et en fait, je pense qu'au fur et à mesure de ta carrière, après, tu as vu de plus en plus de choses. Et donc on est un bon expert quand voilà. on est un vieil expert. Ouais, c'est ça. Les très bons experts ont 80 ans parce qu'ils ont vu beaucoup de choses. Ils ont vu tout. Ils ont tout vu. Voilà. Donc, et tu t'es fait l'œil et voilà. Et aujourd'hui, tu vois. Mais c'est vrai que sur la sneakers, il y a des. À mon avis, il y a des gars de 20 ans qui sont extrêmement. Je vais pas donner le nom d'une maison. 30 ans, mais qui ont vu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Non, mais c'est ce que Arnaud, en fait, c'est ce que je dis toujours aux gens qui m'interrogent sur la joaillerie. Je dis, écoutez, vous prenez un truc très simple, vous mettez place Vendôme. Vous allez regarder toutes les en-têtes, enfin, les devantures des façades avec les noms des maisons. Vous croyez vraiment que Monsieur Van Cleef, Monsieur Van Cleef et Monsieur Harpels, vous croyez que Monsieur Boucheron, vous croyez que Monsieur Chaumet, vous croyez que Monsieur Bulgari, machin, ils ont commencé à 65 ans. Ils ont commencé à 14 ans sur les établis, ils ont monté leur marque à 20 ans, je vois pas pourquoi à 30 ans on donnerait pas la légitimité à des gens que ça fait 10 ans qu'ils font ce métier-là. C'est clair. Voilà, donc ça moi je suis ni vieilli, je suis pas contre les gens qui sont très âgés, je suis pas non plus contre les jeunes, je veux juste que avec de la passion, avec du travail, avec une rigueur intellectuelle pour faire quelque chose, on puisse arriver à faire quoi que ce soit, et dans n'importe quel métier. C'est ça qui te... Je dirais, si je devais donner mon avis sur ça, c'est un peu ça qui te caractérise. C'est que t'es dans une recherche perpétuelle de... On va pas dire de vérité, mais un peu d'excellence quand même. C'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'il y a rien de... Il n'y a rien qui t'énerve plus qu'une approximation, quoi. Mais c'est le truc qui m'énerve le plus au monde. Et en fait, ce qui m'énerve surtout, c'est que moi, je le vois, ne serait-ce que par les archives. Ça doit pas être facile à vivre. Non, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ils ont mis des portes automatiques sur la ligne 13, sinon je me serais passé sous les rails. mais après, tu t'en fais ton deuil. T'en fais ton deuil. Mais pourquoi je suis comme ça ? Il y a plein de potes qui, s'ils écoutent le podcast, ils se reconnaîtront, mais... je suis pas nostalgique, parce que quand je dis nostalgique, pour moi, ce serait une époque que j'ai vécue. Non, je dirais pas que t'es nostalgique, c'est vrai. Non, c'est pas une question de nostalgique, c'est que comme je vis avec des archives pour mes recherches, etc., je vois le travail qui était fait à l'époque. Je vois la passion qu'on mettait pour y arriver. Peut-être avec moins de pression financière. Mais les gens étaient passionnés et aimaient leur travail. Aujourd'hui, tu te rends compte que quand tu vois même les choses modernes, j'ai rien contre le moderne, les gens me disent tu me parles pas de moderne, je parle du moderne, je peux en parler. Mais en fait, c'est conçu par des gens qui doivent avoir une rentabilité et c'est fait par des gens qui, quand ils doivent communiquer sur ces objets-là, ils n'ont pas la passion, etc. Et donc ça profondément, ça m'énerve. Parce que avant c'était peut-être avec des gens trop passionnés qui le faisaient et ça touchait pas assez de monde. Et aujourd'hui, c'est fait par des gens qui sont pas passionnés, ça touche beaucoup de monde. Mais le problème, c'est que on est passé d'un extrême à l'autre. Tu crois qu'on arrive à réunir les deux à un moment, à rester sur... Oui, ça s'appelle les indépendants, ça s'appelle les micro-marques où tu te fais une communauté autour de toi et tu fédères autour d'un projet. C'est très compliqué de marcher sur cette fine ligne qui est la passion rémunératrice. Tu sais, tous les jours, je dis, je me pince de vivre de mes passions. Il y a plein de gens qui se lèvent le matin et qui vivent pas de leur passion. Moi, je reconnais que c'est une chance. Après, comme je dis toujours, j'ai passé 8 ans dans ma chambre à pleurer pour essayer d'y arriver. Donc, chacun son chemin de croix. Donc, ça a été douloureux quand même de réussir à arriver là où t'en es. Ah, mais de toute façon, on part du principe qu'un jeune n'a pas le droit de réussir. Et surtout en France.
Donc, comme tu dis, l'excellence, en fait, on ne comprend pas pourquoi quelqu'un qui est jeune, qui n'a pas fait plein de parcours, etc. Je pense que je suis le seul qui n'a pas fait de stage. Moi, je connais plein d'amis qui sont dans le marché de l'art, qui ont fait des stages à répétition, et qui, au bout du 5e stage, ne sont pas pris. Voilà, moi, j'ai fait un stage dans ma vie, et voilà. Mais je suis ni un exemple, ni un contre-exemple. Je dis juste que, bah voilà, quand tu as vraiment envie, je pense qu'à un moment donné, dans une société où les gens sont très... comment dire, très lisse. Quand on a de la matière, quand on a du cuir et quand on a vraiment quelque chose à défendre, bah, on détonne. On aime ou on n'aime pas, mais on ne peut pas rester indifférent. Donc après, on aime ce que je fais, on n'aime pas que je fais. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, il y a plein de gens que j'aime pas, il y a plein de gens que j'aime bien. Donc c'est comme tout, hein, c'est comme la bouffe, il y a des choses que tu aimes, des choses que tu n'aimes pas. Bon, par contre, parfois, c'est comme la bouffe, tu ne peux ne pas aimer, tu peux être allergique. Bon. Des fois, je suis allergique à certaines choses. Mais voilà, mais en tout cas, on est des métiers de passion, oui. Et mon but, après, c'est une question aussi personnelle, c'est que le métier d'expert, ce qui est hyper important pour moi, c'est transmettre. C'est-à-dire qu'on a eu 2 générations, on va dire, pourquoi je dis 2 générations, ça fait 40 ans que les experts ne forment pas, qu'on garde entre eux, qu'on ne diffuse pas l'information, on va la perdre d'ailleurs. Oui, c'est un peu dur parce que si tu formes ton... Bon, à part si t'es à l'état décidé de te mettre à la retraite, mais si tu formes ton prochain, il n'y a pas besoin de 10 000 experts en France, donc potentiellement tu donnes ton boulot à quelqu'un d'autre, c'est ça en fait. Oui et non, mais le problème c'est que si tu transfères, si à partir d'un certain âge tu ne transmets pas ce que tu as su, comment tu as analysé, les archives que tu as, ils en font quoi ? Il y a un cabinet d'expertise qui est très connu, qui a été liquidé il n'y a pas très longtemps, la bibliothèque elle est partie. Elle a été liquidée, il n'y avait rien dedans très intéressant, mais je suis sûr et certain qu'il y avait des livres de registres, des trucs de poinçons. On ne l'a pas vu. Est-ce que c'est la famille qui l'a gardé et autres, ou alors est-ce que c'est parti au feu parce que tout le monde s'en foutait ? Donc on a perdu 70 ans d'archives. Parce que des enfants s'en foutent, parce que ça n'a pas une valeur commerciale ou quoi que ce soit. Et là pour toi ça te brise le cœur. Mais c'est insupportable. C'est juste insupportable. On est en train de se dire que tout est disponible sur Internet, c'est faux. Rien n'est disponible sur Internet. C'est ridicule. La part de ce qui est disponible sur Internet et de la disponibilité que vous avez en bibliothèque ou parce qu'il y a des gens qui vous parlent. Moi, à chaque fois, je fais parler les gens. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une expertise à Nice. L'objet, j'aurais mis X parce que, voilà, on m'apporte ça comme ça. Il y a un faisceau d'indices qui me font dire que c'est pas possible. L'objet que j'ai sous les mains, dans les mains et la personne qui me l'apporte, il y a une dichotomie. C'est pas possible. Ça me paraît trop gros par rapport à ce qu'est la personne. Je pose une question, elle me dit, bah voilà, c'est quelqu'un qui me l'a donné. Et quand j'entends le nom de la personne qui l'a confié, j'ai une suée dans le dos parce que je sais qui c'est. Et le prix, c'est X fois 10. Mais si je fais pas parler la personne et qu'elle me transmet pas une information, l'information elle est perdue et tout en découle. Donc là, si tu veux... Je suis extrêmement d'accord avec toi. Vraiment, je pense qu'on partage ça. Ça, on le partage vraiment énormément et c'est aussi pour ça que ce podcast existe. C'est ça, et notamment, tu vois. Et j'avais une idée, j'avais une envie plutôt qu'une idée. Il n'y avait rien de business là-dedans, mais tu vois, de faire un podcast avec mes grands-parents. Enfin, un podcast. D'enregistrer un podcast, pour moi, pour ma famille, avec mes grands-parents ou avec mes parents, tu vois. Parce que juste, tu te dis, tu vois, enregistrer un peu, mais ça, c'était purement personnel, mais à ma petite échelle, enregistrer l'histoire de ma famille, tu vois. Et toi, tu le fais à une échelle, voilà, mais l'histoire des objets, l'histoire de, enfin, tu vois. Et ça, c'est sûr que si tu fais pas parler les gens, finalement, les histoires, tu les enfin, et si même tu l'enregistres, mais tu les connais pas vraiment. Mais c'est une catastrophe. Alors moi, j'adore rencontrer des gens nouveaux, j'adore discuter. Je te redonne un exemple. Ça fera sourire mon confrère avec qui je vais écrire un ouvrage bientôt, mais je rencontre quelqu'un qui a 90 ans et je lui parle, voilà, un horloger, etc. Je lui parle et l'air de dire, mais qu'est-ce qui m'emmerde le gamin là, et tout le monde s'en fout de mes vieilles histoires. Je dis, écoutez monsieur, vous avez un iPhone, même si vous vous faites chier cet hiver, prenez votre iPhone, dictaphone, vous enregistrez. Vous voulez pas écrire, si vous savez pas, ça vous s'ennuie, dictaphone. Et je le fais parler, etc. Et il me fait, vous savez, mon père était importateur Breitling dans les années 50. Et puis, je vais vous raconter une histoire que il n'y a personne qui le sait. Vous connaissez Marcel Cerdan ? Je dis, oui, je connais Marcel Cerdan. Je dis, vous savez comment il est mort ? Je dis, oui, il a eu un crash d'avion.
Ouais, il y avait un crash d'avion. Et en fait, dans ce crash d'avion-là, il y avait la première livraison des Breitling Navitimer pour l'Amérique du Sud. Et dans l'avion de Marcel Cerdan, mon père, il a racheté toutes les Breitling Navitimer qui s'étaient écrasées. J'ai dit pardon. J'ai dit donc les premières Breitling Navitimer qui devaient aller sur le continent américain, elles ont été écrasées dans le crash d'avion avec Marcel Cerdan. Ben oui, je les ai vendues pendant 20 ans à la boutique. Incroyable. Non mais tu vois, c'est des trucs comme ça. Évidemment, c'est pas dans les journaux où il y a écrit Marcel Cerdan est mort. Ouais, fonctionner, c'est... Non mais je vais bientôt, je le rencontre pour pouvoir qu'il me raconte d'autres histoires. Mais il y a plein de gens, ils ont fait ça pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. T'imagines, ton père a fait un truc comme ça, t'en avais rien à foutre de ces histoires. Ouais, Oh là là, le vieux va encore raconter ces histoires de vieux cons là. Voilà. Et puis tu te dis, putain, mais si personne les écoute, il y a un pan de l'histoire. Alors, il y a de l'histoire avec un grand H et de l'histoire avec un petit H. Est-ce que justement, cette histoire, elle n'a pas vocation à disparaître ? Ouais, mais dans ces cas-là, alors, on va encore extrapoler. Dans ces cas-là, les marques, elles arrêtent de se branler la nouille en disant oui, monsieur, notre histoire et machin. Et en fait, c'est les petites histoires qui sont intéressantes. C'est la multitude de petits H qui fait le grand H. C'est la multitude des petites histoires, des petites anecdotes qui font rêver. De dire que c'est l'astronaute machin qui l'a eu au poignet au bidule, on n'en a rien à cirer en fait. Ça concerne qui ? Ça fait rêver. Mais en fait, tu achètes une marque, une montre de marque X ou Y parce que ton grand-père en avait une, ton père en avait une, ton acteur préféré en avait une, parce que tu l'as vu quand tu descendais en bas de ta rue, tu avais une horlogerie qui vendait ça. En fait, le storytelling. Non, c'est pas du storytelling, c'est le quotidien. Un quotidien qui n'était pas le tien peut devenir le tien. C'est-à-dire qu'une marque de montre ou une marque de bijoux peut te faire rêver pour l'objet, mais au fait aussi peut te faire rappeler des souvenirs ou tu vas te créer des souvenirs. Pourquoi les gens ils remontent de plus en plus dans les greniers pour récupérer leur montre de leur grand-père ou de leur père ? C'est pas parce que les montres elles sont bien. Dans les années 60, dans les années 50-60, c'est des montres en plaqué or de merde. Quand tu me les apportes, je te mets 20 balles. Si je les ouvre et que je vois un mouvement sympa, je mets 50, parce que voilà, je suis un gentil garçon. Mais pour eux, ils ne la vendront jamais parce que c'est la montre du grand-père. Mais tu leur mets un nouveau bracelet, tu fais une révision à 200 balles, ça raconte une histoire, une tradition familiale. Donc aujourd'hui, on ne transmet plus les objets, il y a très peu d'objets qui se transmettent. Je pense que c'est pour ça que la montre et les bijoux, aujourd'hui, ça prend une importance particulière parce que c'est les seuls objets qui sont utilisables et portables au quotidien. Tu ne te vois pas te meubler avec les meubles de tes grands-parents, tu ne te vois pas t'habiller avec ta femme, tu te vois pas elle va pas s'habiller avec les vêtements de tati machin, avec des trucs hyper ringards qui paraît aujourd'hui ringards. Donc c'est la montre et les bijoux sont quasiment les seuls objets que tu peux transmettre de génération en génération. La bagnole, oui, mais tout le monde n'a pas des belles bagnoles de collection ou anciennes, où il faut avoir la place, bagnole, etc. Une maison. Voilà, c'est de l'entretien, etc. Ouais. Le bijou que l'alliance de mamie quand elle s'est mariée ou la montre de papy quand elle était à l'armée. C'est extrêmement facile. C'est simple, elles sont déjà là, etc. Donc c'est aussi pour ça que je pense que tout ce qui est vintage est de plus en plus sur le devant de la scène. Et comme il y a des gens dans le monde entier, puisque ça c'est un peu des histoires européano- et américano-centrées, dans le monde entier, il y a plein de gens qui n'ont pas eu ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si on est en 2023, les années 70, dans plein de pays, je vous invite fortement à taper les années 1970 dans Google, photos. Vous tapez les grandes capitales qui sont aujourd'hui avec des buildings, etc. Regardez ce que c'est les capitales en Asie, en Amérique du Sud, Dubaï, etc. années 70. Ouais, c'est du sable. Bon, tu me diras, ils en ont gardé un peu, mais voilà. Donc, ils n'ont pas de culture. C'est pas de culture dans le sens, c'est pas ils n'ont pas de culture historique, etc. Ils n'ont pas la culture de l'objet parce que ça n'existait pas chez eux à une époque. Sauf des objets comme on les connaît aujourd'hui. Comme nous, européano ou américano, on les a connus. Donc, ils veulent... s'attribuer ce... Ils ont un portable, ils ont un ordinateur. Ouais. Ils se disent, putain, je comprends pas pourquoi la moitié de la planète avait ça à une époque. Nous, on n'a pas pu l'avoir à une époque. Maintenant que j'ai les sous, je vais me l'acheter. Et donc, c'est pour ça que les prix augmentent. C'est pour ça que le vintage, d'avoir un produit neuf, c'est parfois compliqué à avoir, mais un produit ancien qui a une histoire, qui a une âme. Aujourd'hui, ce que je reproche le plus dans l'horlogerie et la joaillerie, c'est que les produits n'ont pas d'âme. Ils ont pas, tu sens pas la patte des créateurs. Mais est-ce que l'âme, c'est pas quelque chose qui se construit avec le temps, qui se construit avec l'histoire, tu vois ? Je suis sûr que tu me racontais la dernière fois des histoires de type 20 qui étaient détruites parce qu'à l'époque c'était des outils, c'était des
tout simplement des outils, voilà, qui étaient commandés par l'armée, et puis bah voilà, à la fin, on les détruisait parce qu'un outil, ça a une durée de vie, ça va, etc. Mais est-ce que justement l'âme du produit, l'âme de l'objet se construit pas dans le temps? Est-ce que la montre de Steve McQueen, je ne vais pas dire que c'est la Monaco, la montre... Ou la tute. non, Regarde, tu prends l'exemple de Steve McQueen. On en a parlé en off la dernière fois. La montre de Steve McQueen. Donc quand tu dis la montre de Steve McQueen. Les montres de Steve McQueen d'ailleurs. On était Bon, plus alors, sur des Rolex et des Anart. Mais... Bah voilà. Donc c'est quoi la montre de Steve McQueen? C'est un truc qu'il a porté 3 fois 2 heures dans un film en 1971. Mais là après on peut discuter de ton avis où... sur le storytelling, sur etc. Ah non, mais est-ce que c'est pas du storytelling? Mais là, moi... c'est du factuel. C'est ça aussi que le problème. Non, mais le storytelling de Tiger qui vient. Alors ok, il l'a porté, voilà, il y a des photos et puis bah on prend le fils de Steve McQueen, on achète l'image et puis on dit voilà, etc. Mais ça c'est du storytelling. Mais moi ce que je te dis là dans ma question c'est est-ce que l'histoire d'un produit ne se construit pas justement avec le temps et avec est-ce que aujourd'hui toi tu dis les produits n'ont pas d'âme, les produits n'ont pas d'histoire, est-ce que justement c'est pas parce qu'ils doivent se construire cette histoire, cette image, alors, cette âme, je comprends ta question. L'âme du produit, elle vient avec le temps, la patine, tu vois, et aussi les petites histoires qui se construisent autour de ça. Alors, il y a deux réponses en même temps. Je reprends tout de suite sur Steve McQueen et on va dire les icônes, les personnages qui ont incarné. Des personnes qui ont incarné ou des personnages ou alors leur image était très importante, par exemple les acteurs qui ont joué les James Bond, etc., ou des acteurs ou des stars, etc., qui ont incarné du fait de leur aura, du fait que, je vous rappelle quand même qu'à l'époque, il n'y avait pas 15 films par semaine qui sortaient, et il n'y avait pas 50 000 starlets, parce qu'à l'époque, on utilisait le mot starlet, qui était quand même très bien. Il y avait les stars, il y en avait 15 dans chaque pays, et après, tu avais un aéropage de connasses, de starlet. et de connards aussi, on a le droit. De connards, mais bien sûr, en cette journée de la femme, je ne suis pas sectaire. Franchement, ayant une certaine parité. Voilà, une parité, il y en a partout. Bon, en gros, c'est que tous ces gens-là, il y avait très peu de stars, et tout le monde pouvait s'identifier et rêver. Après, il y avait plein de petits gens de niveau inférieur, qui étaient des seconds rôles, des seconds couteaux, etc. Mais bon, ils allaient dans la mouvance. Bon, d'accord. Mine de rien, 30, 40 ans, 50 ans après, ce qu'on a retenu, c'est les 10, 15 grosses stars d'une époque ou d'un milieu particulier. Bon. Pour répondre précisément à ta question, quand tu sais que Steve McQueen, en fait, il a juste dit « Moi, je veux incarner un personnage, l'âme d'un personnage dans Le Mans, qui est Joe Cipher », il a pris l'âme de Joe Cipher en prenant la combinaison, la bagnole et la montre. Jacques Heuer n'aurait pas donné la Monaco, ils n'auraient pas fait un partenariat avec Joe Cipher à l'époque, cette montre-là, elle aurait disparu en 1975, elle aurait disparu du catalogue et basta. Donc, et Steve McQueen, toutes les photos que tu as à côté, à chaque fois qu'il était en dehors des prises, il enlevait sa Monaco, il mettait sa 55-13. Bon, donc c'est quoi qui incarne le truc? C'est la Monaco, parce que Steve McQueen était tellement dans son personnage de Joe Cipher qu'il a eu l'âme du pilote automobile qui portait une Monaco, et donc on a fait un amalgame. Monaco est égal à Steve McQueen, alors que Monaco est égal à Joe Cipher ou les pilotes de course. La montre a un nom génial, Monaco. Oui, tout est bien, il y a des trucs, c'est la première montre étanche carrée, etc. Même si les zéniths respirateurs étaient avant, etc. Bon, on va pas faire ça aussi, tu vois, c'est des storytelling à la con, parce que les gens connaissent pas. Bon, alors, mais tu peux faire tout un épisode sur le storytelling horloger, c'est magique. La branlette horloger. Je crois qu'il y a c'est certainement le domaine dans lequel il y en a. Et donc ça, tu as quelques stars qui ont incarné, ou quelques personnalités tellement importantes qui ont incarné une âme d'un produit, d'un objet, etc. Que ça soit en montre ou n'importe quoi. C'est très con, mais aujourd'hui j'ai une veste croisée à carreaux avec des lunettes Persol, parce que j'adore Thomas Crown et Steve McQueen. Tu vois, je suis plus Thomas Crown que Steve McQueen dans Le Mans. Bon, néanmoins, voilà, les gens se sont construits cet imaginaire-là avec des stars, des personnalités, des âmes à qui ils veulent ressembler. T'as envie d'être le super-héros, t'as envie d'être le sauveur du monde, t'as envie d'être l'astronaute, le couleur automobile, le n'importe quoi, la star du cinéma. Ça, c'est une chose. Après, quand tu as de l'autre côté, on va dire l'âme du produit, pour moi, c'est les concepteurs. Le concepteur qui va se dire, bon, j'ai envie de créer un truc, est-ce que je fais quoi? Je réponds à une attente, je crée une attente, je fais quelque chose de nouveau, je reste dans quelque chose qui est consensuel. Et là, tu lui donnes une âme. Et là, aujourd'hui, ce que je reproche, c'est que depuis les années 90,
un poil après avec la naissance des grands groupes LVMH, Kering, etc., Richemont. Je pense que l'âme des créateurs, ceux qui dessinaient les mondes, ceux qui faisaient les mouvements, etc., a un peu disparu au profit d'une rentabilité à outrance où il faut absolument pas qu'on se gourre. Alors là, depuis 3-4 ans, c'est youpi, on a découvert la fonction couleur dans InDesign, on met de la couleur. Ouais, c'est bien, avant c'était noir et blanc, ouais, d'accord. 80% c'était des cadrans gris. Non, il y avait des fantaisies, cadrans gris, cadrans blanc, cadrans noir. Ouh. Il y en a qui faisaient un bleu, tout le monde s'excitait dessus, mais personne ne l'achetait. 15 ans après, tout le monde se pignole. Donc, mais à part la nouvelle fantaisie de se faire des cadrans de couleur ou quoi que ce soit... Heureusement que je suis pas monétisé parce que... Sinon, YouTube me démonétiserait avec ton langage. Non, mais je m'en fous. Mais si tu veux, si tu veux, en fait, c'est ça qui me tue. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, tu sais, les gens, ils sont tous comme toi et moi. Les gens, ils sont tout à fait normaux. J'ai la chance dans mon métier de côtoyer, que ce soit l'ouvrier ou la baronne. Le but du jeu aussi, enfin le but c'est que tu sois compréhensible et par l'ouvrier et par la baronne, et que l'ouvrier ait l'impression d'être une baronne et que la baronne ait l'impression d'être une ouvrière. Donc il faut parler simple aux gens. Honnêtement, c'est ce qu'on s'est dit la dernière fois. Je lis des communiqués de presse, quand je vois la ligorie qu'ils ont à chaque fois, c'est bon. Je crois qu'ils comprennent même pas ce qu'ils écrivent. Ouais, mais parce que c'est un domaine dans lequel forcément il faut broder. Parce que finalement, on n'a pas besoin de ce produit, on n'a pas besoin, enfin, tu vois. Donc on revient à ce qu'on vient de dire il y a 2 secondes, il n'y a pas d'âme. Si le produit était tellement important, tellement puissant, avec charismatique, parce que le temps etc., ne dira pas justement s'il en a ou il en a pas. Regarde, si on prend des parallèles dans un autre domaine que j'aime bien, l'automobile, il y a des choses où tu dis bon bah c'est utilitaire, ça marquera pas les histoires, et il y a des choses qui sortent, tu dis waouh. Mais ça, tu fais un waouh, que ça soit une citadine parce que ils se sont défoulés, ils ont fait un truc vachement bien et que se sont dit bah voilà, tout le monde devrait avoir accès à un truc fun, et que ça soit la dernière Ferrari parce que c'est la dernière innovation, etc. Tu prends une 205 GTI, tu vois, il y a eu une époque où c'était la voiture du kéké. Il y a eu une époque tuning magique. Oui, les BMW M3. Exactement. Et aujourd'hui, tu trouves une 205 GTI bien entretenue, pas trop, pas du tout modifiée, et ça se vend une fortune. Oui, mais ça c'est normal. Tu vois. Donc l'âme, elle, c'est un. Pourquoi. Enfin. Après, là, je fais l'avocat du diable, tu vois, parce que je suis un peu d'accord avec toi, mais l'âme, tu vois, peut-être qu'elle était toujours là. L'âme, elle était là dès le départ. Sauf que le gamin qui avait un poster de 205 à 13 ans dans sa chambre, qui pouvait pas se la payer, etc. Et puis finalement, que quand il a eu 20 ans pour se payer une bagnole, bah, c'était la 206 S16. Et que finalement, il a peut-être oublié la 205 GTI en 1,6 litre ou en 1,8 litre. Et que, bah, il a eu les enfants. Et puis Bobonne, elle veut pas forcément avoir une voiture sportive. Et tu te rends compte, ça met pas les ISO fixes, machin, gna gna gna. Tu connais ça, bon. Et là, et quand t'as 40 ans ou t'as envie de te faire un plaisir, tu te rappelles de ce que t'as vécu 20 ans avant en disant oh putain, chez moi, chez mes parents, il y avait un poster de 205 GTI, la grise avec la moquette rouge, je vais me faire un kiff. Sauf qu'ils sont 15 quarantenaires ou plus à se dire je vais me faire un kiff. Et comme il y a eu entre-temps des kékés qui les ont bousillés, les seuls ou les rares qui restent en super état, bah évidemment que comme tu as une forte demande, c'est ce qu'on revenait au tout début de l'interview, du podcast, pardon, la cote, comment on fait une cote, offre et demande. C'est-à-dire que tu as une offre qui est de moins en moins là, et surtout si tu veux aller dans du très beau, or que tu as une demande qui est de plus en plus importante. Donc après, c'est un combat économique. Qui peut mettre plus ? Voilà. Mais l'âme, je pense que l'âme était toujours là dans certaines voitures, dans certains vêtements, dans certaines choses de design. Après, est-ce que les gens ont pu les acheter à cette époque-là? Non. Est-ce qu'il y a un décalage dans le temps pour qu'une classe économique ou une classe d'âge puisse se l'offrir? Peut-être. Mais l'âme, je pense que l'âme, quand elle naît, elle ne meurt pas. Elle est un peu toujours présente. Et aujourd'hui, tu n'auras pas d'exemple de produits qui en ont une ? Mais il y a plein de montres contemporaines qui ont... Je ne suis pas du tout contre les montres contemporaines. Il y a plein de montres contemporaines qui ont une vraie âme. Et je pense d'ailleurs qu'il y a un gap qui se fait entre le mass market où c'est vraiment pas d'âme, c'est on fait un modèle pour faire un modèle, et les choses qui sont extrêmement pointues. Moi, je regarde beaucoup les petits indépendants parce que voilà, je trouve qu'il y a une vraie âme technique. Il y a vraiment une envie de... Non, il n'y a justement pas une envie de séduire, mais il y a une envie de marquer les esprits.
qui est beaucoup plus agréable que dans les grandes marques où on tire la ficelle. Qu'est-ce qui t'a plu dernièrement là? En montre, qu'est-ce qui m'a plu? Peu importe, tu dis ce que tu veux. Qu'est-ce qui m'a plu dernièrement? Écoute, je vais faire de la polémique. Allez, c'est parti. Nous sommes le lendemain de la sortie de la Moonswatch avec l'aiguille en or. Oh non! T'es allé faire la queue. Sans jeu de mots. Je rigole. Sans aucun jeu de mots. Écoute, j'ai pas d'avis technique sur l'objet, mais par contre, je vais aller dans ton sens sur l'âme. Si pour 200 ou 300 balles, il y a plein de gens qui ont pu découvrir l'horlogerie avec cette montre-là, découvrir les Spin Master, découvrir ce que c'est que des belles choses avec un produit beaucoup plus accessible, bah je trouve que c'est une bonne idée. Tu penses que... Non mais attends, ma question c'était qu'est-ce qui t'a plu? Ouais, ok. Si, ma question elle était assez large. C'est pas l'objet forcément. D'accord, ok. Comment tu peux, avec une nouvelle génération, avec un nouveau public, conquérir ces gens-là pour les faire amener dans un domaine. Tu penses que cette génération elle est vraiment allée chercher l'objet montre? Elle est pas allée chercher l'objet à revendre? Elle est venue chercher un objet à revendre. Elle est venue chercher un objet de représentation sociale, comme a été Rolex. Tu crois? Comme est Rolex depuis 15 ans. Écoute, il y a quelques jours, j'étais avec une connaissance et il me dit, mais aujourd'hui, tu as une Moonswatch au poignet par rapport à un gros Daito ou quoi que ce soit, c'est la Moonswatch qui fait rêver. Donc c'est quand même assez hallucinant. Mais tu vois, c'est ce que tu parlais de dame de produit. Ouais. Voilà, ça, je trouve que intellectuellement, l'objet, j'ai un autre avis. Je pense que c'est pas bien fait. Je trouve que c'est pas. Voilà, ça a été. Ils ont cassé trop de choses et ils ont. Ils devaient sauver un peu Swatch pour différentes raisons parce que ça marchait moins bien et qu'il fallait donner un coup de fouet à l'ensemble du Swatch Group et ils ont trouvé un très bon filon et ils vont le tirer le filon jusqu'à bien. Voilà. Mais en tout cas, moi, la seule chose que je retiens, c'est que si ça a permis aux gens de venir à l'horlogerie, c'est déjà une chose de gagner pour le Swatch Group. Et je vais même dire mieux, même si je pense que c'est absolument pas l'idée principale. Je pense que l'idée de plaire au plus grand nombre et de faire découvrir l'horlogerie serait beaucoup plu à Yekper, le fondateur du groupe Swatch, qui a que c'était ça la Swatch. Parce que c'était ça la Swatch. C'était ça. C'est-à-dire que Yekper a sauvé l'industrie horlogère. Une grande partie de l'industrie horlogère doit beaucoup à Swatch parce que Nicolas Hayek a racheté beaucoup de maisons et en a sauvé beaucoup et sinon elle serait morte à la suite de la crise du quartz ou dans les années 80. Donc ça veut dire qu'ils ont refait un petit peu l'idée primaire du fondateur du groupe. Donc ça là-dessus, ça je trouve ça bien. L'âme de l'horlogerie donnée au plus grand nombre, voilà, ça je trouve ça bien avec la Moonswatch. Okay. Après dans les montres qui sont sorties dernièrement, ouais. Je trouve que Tudor est très bien pour plein de raisons. Et on retrouve cette âme chez Tudor? Je trouve qu'ils ont eu une étiquette qui était très bien collée à leur peau. Ils en sont quand même assez bien sortis. C'était pendant des années la petite sœur de Rolex. Ouais. Et aujourd'hui, je trouve que c'est mieux que Rolex. Plus créatif. Ça, c'est sûr. Et en fait, quand ils ont fait pendant des années des pseudo Rolex, mais en fait c'était des pseudo Rolex. Ouais. Et là ils ont réussi à décoller cette étiquette pour faire des produits qui sont différents avec des matériaux différents. Je sais pas, moi une Pelago, ça fait combien de temps qu'elle est sortie et Rolex ça vient d'introduire que cette année une montre en titane. Voilà, donc ça veut dire que la petite sœur était plus créative que la mère. Ouais. Donc voilà, ça c'est déjà intéressant. Surtout ils sortent des nouveaux modèles. Il y a des couleurs qui sont sympas, ils ont quand même une vraie histoire, etc. Donc bon, il y a quand même une vraie légitimité. Après, moi, je suis toujours amoureux des indépendants. Moi, quand je vois des finitions de montres, quand je vois à Journe, je trouve ça extraordinaire. Ferrier, je trouve ça extraordinaire. C'est parce que c'est de la vraie horlogerie. C'est des gens qui s'en foutent de savoir si ça va marcher. Bon, d'un autre côté, ils savent que ça va marcher, mais bon. Aujourd'hui, ils feraient un truc moche, ça marcherait quand même. Donc, voilà. Mais en tout cas, je suis assez admiratif des indépendants qui peuvent avoir une liberté totale. En fait, j'aime les gens qui sont libres. J'aime pas avoir des contraintes. Même moi, à titre personnel, j'ai horreur d'avoir des contraintes, donc je vois pas pourquoi beaucoup de gens en auraient. Et je suis très admiratif dans une industrie qui est très, c'est comme la joaillerie,
dans des industries qui sont très corsetées, qui sont très codifiées, qui est des gens un peu fous et ça passe. Je trouve ça vraiment génial. Et quand on va revenir un peu à comment t'as commencé, quoi. Donc après, t'as ton diplôme. Et à ce moment-là, tu travailles pour qui? Alors, tu continues à travailler... Je continue pour travailler pour différentes maisons. Donc au début, tu travaillais, mais t'avais pas ton diplôme? Non. Pendant quelques mois. C'était une période de transition. Et on peut quand même, par exemple... C'est très compliqué. Est-ce qu'on peut être consultant? Ouais, voilà, consultant. Est-ce qu'on peut être consultant? Il y a pas mal de consultants aujourd'hui dans les maisons aux enchères. C'est exact. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça, c'est factuel. Après, je te demande pas ton avis dessus. Effectivement, c'est factuel. Il y a des consultants. D'accord. Mais c'est plus à titre personnel, je pense que c'est des consultants. Non. Soyons gentils. Soyons factuels. Non, pas forcément. Après, peut-être qu'ils sont pas experts. Alors, c'est pas une question d'être expert. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont jugés partis, ce qui devrait être formellement interdit. C'est des codes de déontologie qui sont extrêmement pas respectés. C'est ça qui m'énerve au plus haut point. Voilà. Après. Donc à la fois. Ils sont vendeurs et ils sont experts. Ils sont marchands experts. Est-ce que c'est pas. Est-ce que c'est pas plutôt des apporteurs d'affaires? T'appelles ça comme tu veux. Quand t'as le mandat de vente qui est au nom de ta femme, voilà. Bref. C'est un sujet de grande discorde au sein des experts. D'accord. Bon, non, mais j'ai l'impression que c'est dur. Non, c'est pas dur. En fait, techniquement, je m'en fous. Mais si tu veux, je trouve ça pas normal qu'on cache la vérité aux gens. Voilà. Oui, après, c'est sûr que toi, tu t'astreins à un code de déontologie et que d'autres ne respectent pas. C'est ça que tu es en train de dire. C'est ça. Ok. Après, moi, j'ai ma déontologie. Après, je vais être dur. Bah, ils sont consultants pour une maison. J'en ai 15. Voilà. Donc, il y a des... Ça se sait, hein. On est respecté par nos pairs PIRS, mais on est aussi respecté par le marché. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font une maison de vente ou quoi que ce soit, ou même qui donnent des avis ou autres, mais mais parce qu'ils sont copains avec le CP, avec le commissaire-priseur, pardon, ils sont copains, voilà, mais ils bossent pas avec d'autres. Et ça se sait. Et quand il y a des gros dossiers, c'est pas eux qui les ont. Donc après il y a la prime pour certains qui sont la prime à l'existence sur le marché, ça c'est autre chose. Mais voilà, on sait que quand il y a des dossiers qui sont un peu pointus, des dossiers qui sont un peu historiques, etc. Voilà, j'ai la chance que j'en ai eu quelques-uns. On a fait appel à moi parce qu'on savait qu'il y aurait peut-être un peu plus de passion. Ça mettra plus de temps, mais on mettait un peu plus de passion que faire des fiches au kilomètre. Faire des fiches au kilomètre. Récemment, tu as fait la vente de Joël Duval. Qui était le fondateur de Forum à Montre. Exactement. Qui pour le coup, t'a fait de la fiche au kilomètre, là. Alors, de la fiche au kilomètre, c'est faire de l'expertise au kilomètre. De la fiche au kilomètre, oui. C'est une collection qui était... énorme. Ouais, je pense qu'en volume, c'est l'une des plus grosses de France. C'était, finalement. C'était. Et combien de pièces? Pas dire une bêtise, mais alors j'ai dit en tout, j'ai dit objet lié à l'horlogerie, donc c'est montre, goodies, machin, je crois qu'il y avait 1800 pièces. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Elle est pas finie d'ailleurs. Hein. Non. Il y a encore un petit bout de vente. Il y a une vente, peut-être 2 ventes qui vont se préparer, mais je pense que ça va être une vente en 2 parties. Que je retiens la diversité des objets. Ouais. Et l'évolution de ce que c'est un collectionneur avec le temps. C'est-à-dire que tu comprends ce qu'il a acheté quand il a commencé, tu comprends ce qu'il a acheté à la fin de sa vie et à l'acmé de la collection. C'est pas une question d'argent. C'est une question de choix, c'est une question de choses qui sont extrêmement pointues. De plus en plus, tu voyais dans l'évolution de ce qu'il avait acheté, c'était des choses qui ne se voyaient pas. C'est aussi ça qui est magnifique dans l'horlogerie, c'est que tu peux avoir la plus belle pièce au monde, mais c'est un cadran, 3 aiguilles, il n'y a rien d'écrit, alors que le mouvement est extraordinaire. C'est pour ça que les Dufour se valent 1 million. Même si c'est un peu de spéculation. Une 3 aiguilles Dufour, c'est Philippe Dufour qui est un horloger suisse, c'est extraordinaire. Et en fait, la collection Duval, je la découvre, c'est 9 coffres-forts remplis mettez pas une feuille à cigarette dedans.
Et c'est des mois et des mois de triage pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, faire des estimations, etc., concevoir des ventes. Donc, j'ai eu la chance de faire une vente Zénith, la plus grosse vente Zénith au monde. Ça, là-dessus, je pense que ne serait-ce que le titre, je l'aurais à vitam aeternam. Oui, je pense que... 225 montres Zénith de 1880 à nos jours. Bon, c'était exceptionnel. On a le record du monde, je pense, à vitam aeternam sur les 4 saisons de Moucha. Voilà. Ça, c'était extraordinaire. On a eu la chance de faire une vente dédiée à Omega. Alors, Omega, j'aime beaucoup Omega. Alors, ça a renforcé mon avis sur la marque. C'est vraiment très, très, très bien. S'il y avait qu'une seule marque à acheter, je mettrais Omega. Et, ah ouais? Ouais. Carrément. De 500 à 20 000 euros, tu peux y aller. C'est tout. Je n'ai pas dit tout est bien, parce qu'il y a des objets qui sont un peu moins bien que d'autres. Mais dans toutes les catégories, des trucs accessibles, des trucs plus chers. Mais c'est vrai que bon, les prix augmentent, mais même si tu mets de côté toutes celles qui sont très, très connues, Speedmaster, etc., mais si tu prends une Deville ou des Seamaster, des choses comme ça, même à moins de 5 000 euros, tu as des très beaux mouvements. Alors, même à moins de 1000. Ah, mais toi, tu parles en vintage, mais même en neuf aujourd'hui. Oui, même en neuf. Mais oui, en vintage, en vintage. Voilà, Après, ce genre de petite de ville, c'était, il y en a eu. Ah bah il y en a eu des kilomètres et des kilomètres. Mais c'est pas parce que t'en as fait des kilomètres et des kilomètres, des tonnes et des tonnes, que c'était mauvais. Non, exactement. Voilà. Et Omega, la vente Omega, pareil, c'est 200. Je me rappelle plus, 240 montres. Ah oui. Et c'est la plus grosse collection d'Omega d'une seule et même personne. Parce que j'ai travaillé avec plein d'archives, dont la vente Omega Mania qui avait été faite par Antiquorum en 2007. Mais c'était plein de vendeurs. D'accord. C'était la plus grosse vente en volume, donc le nombre de montres et en volume d'affaires. Mais c'était plein de vendeurs différents. Alors que là, c'était la plus grosse vente aux enchères liée à la marque Omega, collection réunie par une seule et même personne. Donc là, ça a été vraiment sensationnel. Et il va y avoir une 3e / une 4e peut-être vente, ce que j'ai appelé l'esprit du collectionneur, et qui sera tout ce qui reste dans la collection Duval. Et il y aura des choses extraordinaires. Je peux te l'annoncer à toi avant que tout le monde le sache. Je pense que c'est la plus grosse collection au monde d'Universal Genève. Ah ouais. D'Ulysse Nardin, pardon. Ah ouais, je suis fatigué. Ulysse Nardin. Et t'as des choses qui sont exceptionnelles. Et que j'avais jamais vu, même dans des livres, jamais, dans des états, mais au-delà du concours, c'est comme si c'était sorti d'usine, enfin bon, voilà. Et t'as un panel de, 1890 jusqu'à nos jours, dans les montres, il y en aura pour tous les budgets, je sais pas, tu verras un ordre de prix entre 100 et 20 000. C'est très beau, Ulysse Nardin. C'est très, très beau. Les vintage, c'est... Les gens ne peuvent pas le voir. Je vais te le montrer. C'est mon fond d'écran maintenant depuis quelques semaines. Ah oui. Il y a un mouvement Ulysse Nardin qui est une montre de poche Ulysse Nardin qui est extraordinaire. Et voilà, tu vois, même les montres de poche, on les dévalorise un peu, mais tu as une montre de poche sympathique. Tu trouves ça tu trouves un petit socle pour pouvoir les mettre en bureau. Tu te fais une super montre de bureau pour 50 balles. Hein. À petit prix. Un peu team petit prix. Team petit prix. Mais ok. On a digressé de ouf là. On est parti sur un... Non, digression. Après, en termes de temps, ça, on est bien, non? Ah, mais c'est pour toi. Tu sais, moi, je suis toujours étonné que les gens écoutent les conneries que je peux dire. Ouais, non, c'est pas une connerie. Attends, il n'y a pas de conneries. Moi, j'entends pas de conneries là. Pour l'instant. C'est des vulgarités. Non, mais tu sais, moi, ce qui me... Je suis toujours choqué que... T'as pas un syndrome de l'imposteur? Tourette, ouais, des fois peut-être. De l'imposteur, quand même. Non, mais en fait, moi, je suis toujours choqué. Et c'est ça aussi qui m'a choqué un peu quand j'ai commencé le métier. C'est que pour connaître un objet, il faut le voir. Et il y a des choses où je voulais me former pour les choses modernes. Et quand tu vas en boutique, bon là, je pourrais gagner des millions d'euros en faisant des conseils pour les marques. Quand tu vas dans les boutiques, les gens sont extrêmement, je trouve, extrêmement pédants, extrêmement désagréables. Alors, qui connaissent pas, ça, je m'en fous. Les vendeurs, tu veux dire? Ouais. Les gens qui sont dans les boutiques, je sais pas quel est leur rôle. Et en fait, les gens, ils ont juste besoin que ça soit comme si c'était un bon pote ou une bonne copine qui les conseille. C'est ce qu'on appelle un bon vendeur. Et en fait, ils sont tous collés montés, souvent, gna gna, prout prout, gnan gnan, etc.
Et je trouve qu'en fait, c'est ça aussi, le luxe aussi, c'est de créer une atmosphère de confiance et de se sentir bien. Et enfin, le luxe, pardon, que ça soit un objet, même pour acheter une Swatch ou même pour acheter une Breguet Tourbillon, les gens devraient être simples. Et donc, quand ils arrivent tous avec leur balai dans le cul, gna 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 gna, tu te dis, voilà, c'est pas pour moi. Toi, c'est ce que tu revendiques. Mais en fait, moi, tu revendiques. Je revendique. T'es ce que t'es, quoi. Je revendique pas, c'est-à-dire que j'essaie d'être cool, j'essaie de maximum répondre sur Insta, etc. Les gens me posent des questions, je réponds, enfin, je pense répondre cool, parce que j'ai pas envie de me couper des gens. Et il y a tellement de gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, qu'il faut être cool. On est des métiers, moi, ce qui fait très peur aux gens. D'ailleurs, c'est. Ouais, mais non, vas-y, je t'en prie. Non, mais je pensais pour répondre sur le cool, j'ai découvert récemment une. Alors, je pense qu'elle est commissaire-priseur, une jeune femme. Tu sais que tu suivais sur Instagram, qui fait des vidéos. Mon ami Chloé Clola, qui fait la cinglingla. C'est très frais, quoi, comme contenu, tu vois. C'est très. C'est une amie que j'adore. Et je me suis mis à la suite parce que je trouvais que c'était super original. Enfin, commissaire-priseur, si tu te dis, voilà, la veste en tartan écossais. Moi, j'ai déjà dit. En aristoïde. Moi, j'ai dit, il y a certains commissaires-priseurs, j'ai dit, voilà, attention, maître, il y a votre Range Rover, ça sent les bottes en cul, ça sent les bottes aigle et la Saint-Hubert, s'il te plaît. Voilà, vous faites ce que vous voulez, mais. Et j'ai dit, faites gaffe, il y a votre Range Rover qui gêne en double fil. Et la barbour, alors moi, j'ai rien contre ça, mais c'est l'image qu'on en a. Mais cette personne, Chloé Colin. Maître Chloé Colin. Maître Chloé Colin, absolument génial. Elle est sur Instagram, elle fait des vidéos. Bien sûr. C'est extrêmement, mais c'est pour ça qu'on est une génération des trentenaires. Ça casse les codes, quoi. Moi, je suis trentenaire, elle n'a pas encore 30 ans. Elle n'a pas encore 30 ans, d'accord. Elle doit avoir 27 ou un truc comme ça. Elle est très précoce, quoi. Ouais, elle était l'une des plus jeunes commissaires-priseurs de France. Et donc en plus, on a envie de casser ces codes-là. On est une génération où si tu as la légitimité parce que faire commissaire-priseur, c'est quand même beaucoup d'études, etc. C'est comme nous les experts, hein, donc il y a de nombreux diplômes à passer, donc c'est pas n'importe qui l'a. Hein. Mais en fait, on veut pas casser les codes dans le mauvais sens pour juste casser pour faire plaisir de casser. C'est juste de se dire, il faut qu'on soit accessible parce que sinon, les jeunes, ils viendront pas. Et si les jeunes ne viennent pas aujourd'hui, ils viendront pas dans 5 ans, dans 10 ans et nos métiers seront morts. Ouais. Donc, évidemment, voilà, moi, je suis relatif. Enfin, j'essaie d'être cool, je me force pas, mais j'essaie d'être cool. Évidemment, quand je suis en vente, je suis en costume, cravate, etc., la broche et la pochette. Ouais, t'es sérieux. En inventaire, il m'arrive souvent, j'y vais en basket, etc., cool. Et en fait, les gens, ils ont pas peur, ils ont moins peur. Elle a 27 ans, Chloé. Voilà. Chloé Colin. Si vous voulez aller découvrir son compte Instagram, c'est Chloé Colin sur Instagram, la Saint-Glinglin, Glin. Voilà, la Saint-Glinglin, tout attaché. Et donc, ouais, c'est pas le compte Instagram d'une commissaire-priseur. Mais non, mais en fait, aujourd'hui, elle est très. Aujourd'hui, on est obligé de faire ça. J'ai l'impression de parler comme un vieux, putain. Pardon ? Non, j'ai dit j'ai l'impression de parler comme un vieux. Elle est très rigolote, cette jeune fille. Enfin, on a quasiment 10 ans d'écart, c'est un truc de fou. Non, mais elle a 27 ans. Ben oui, mais. Je suis vieux. Mais non. Tu avances en âge, tu n'es pas vieux. C'est ça. Non, mais aujourd'hui, si tu veux, on est obligé de faire ça. On est une génération, on est connecté. C'est ça. Et donc, c'est ce que je t'ai raconté un jour. Je dis, tu sais, on travaille, nous, avec des gens. Alors, j'ai rien contre l'âge, mais. Moi, j'ai eu la chance avec un ami qui se reconnaîtrait que je salue, avec Hugo. Un jour, on fait égaler. Hugo d'ailleurs. Pardon ? Hugo comment ? Le Voyer. Et un jour, on interviewe un Hugo qui travaille dans ton domaine. Donc, voilà. Donc je me dis, mais tiens, on va un jour interviewer Maître Poulain. Et Maître Poulain, qui est un grand commissaire-priseur, qui travaille chez Arcurial, qui dirige avec Mathieu Lamour le département motorcar, qui a fait Le Mans, etc. D'accord. Et on interview, et voilà, c'était très marquant pour nous, parce que pour moi, avec Maurice Reims, c'est les plus grands commissaires-priseurs du XXe siècle, de la deuxième partie du XXe siècle. Et il me dit, mais vous savez, avant on était officier ministériel, nommé par l'État, etc. Vous vous rendez compte, dans les années 80 ou 90, je sais plus, j'avais mis une photo en noir et blanc d'une Ferrari 250 GTO, j'étais convoqué au ministère de la Justice parce que j'avais fait une photo. Ok. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il ferait un film de 5 heures sur une 250 GTO si on en vendait une en France. Donc si tu veux, en 20 ans... Non, mais, tu comprends ce que je veux expliquer aux gens qui nous écoutent. En 20 ans, on est passé de vous faites une photo en noir et blanc dans un catalogue, vous allez au ministère de la Justice, on dit oh, on se calme,
si aujourd'hui tu n'as pas un compte Instagram, un compte TikTok pour faire découvrir ton métier aux gens, on est mort. D'accord. Il faut vraiment être réaliste. Donc si tu veux... Ouais, parce que comment tu te bats face à justement... bon, après, je dis pas que vous vendez la même chose, mais Vinted, Le Bon Coin, eBay, tu vois, c'est pas le même job. Non, mais c'est pas le même job. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de pièces qui peut-être auraient été auparavant vendues sur une vente aux enchères parce que tu n'avais pas le choix à l'époque. Oui. Tu vois, mais aujourd'hui... Après, je pense que les gens sont pas idiots. C'est-à-dire que les gens, quand ils savent que ça peut valoir quelque chose, aujourd'hui, avant, tu n'avais pas l'information, ce qu'on disait tout à l'heure. Vinted, eBay, tout ce que tu viens de citer, c'est Internet. Avant, les gens, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils n'allaient pas à la bibliothèque Fornet pour me chercher un catalogue de vente de 1983 de le Fur, Poulain, Borges, machin en disant oh bah tiens, est-ce que c'est passé dans une vente Intel, ça fait combien? C'est pas ça. Aujourd'hui, tu tapes dans Google ou n'importe quel moteur de recherche en disant bon bah tiens, j'ai des verres, derrière il y a écrit Saint-Louis. Ouais. Oh bah ça vaut 500 € la suite de sac. Même parfois c'est un peu débile parce qu'il y a des gens qui font des recherches, ils tapent qui trouvent un nom. Mais moi, le nombre de gens qui viennent en disant bonjour monsieur, alors vous savez ça vaut ça. Bah, j'ai écouté, si vous n'avez pas besoin de moi, ne venez pas m'embêter. C'est comme quand tu vas chez le médecin et quand tu as fait ton Google Doctor et que tu arrives, tu te dis bah, je pense que j'ai. Je crois que j'ai un cancer, je vais mourir dans 2 heures. Non, mais bon, je sais pas, l'autre il est devant toi, en face de toi, le médecin il a fait 12 ans d'études, et l'autre il vient de te dire, je viens de regarder sur Doctissimo, j'ai une maladie Intel. Je sais pas, venez pas me voir dans ces cas-là. Et donc, pour toi, c'est cette. Non, mais je pense que les gens, il faut pas prendre les gens pour des idiots. C'est-à-dire que ça a été souvent dans les gens de notre milieu, il y avait quand même un gros mépris de classe intellectuelle, pas de classe sociale, mais en disant nous sommes les sachants, vous êtes des cons, laissez-nous faire. Et là, en fait, ce qui s'est passé depuis quelques années, avec Internet, les gens recherchent, etc. Je pense que ce qu'ils doivent vendre sur Le Bon Coin, sur eBay, etc., parce qu'ils savent qu'ils n'en tireront pas plus et que voilà, ça vaut pas plus ou autre, où il n'y a pas d'intérêt historique authentique, etc., machin, ils le laisseront sur ces plateformes-là. D'accord. Ils savent que, bah dis donc, le bijou de mamie, il est plutôt peut-être sympa, il brille beaucoup, il y a peut-être besoin d'un expert, ou dis donc, mamie, elle m'a toujours dit que le violon qu'elle travaillait dessus, c'était un Stradivarius. Je vais peut-être pas le vendre sur eBay, je sais pas d'ailleurs combien je mettrais sur un violon Stradivarius. Bon, faut savoir que tous les Stradivarius, il y en a qui valent 500 balles parce que c'est que des copies, il y en a 15 dans le monde qui valent 20 millions. Donc, à un moment donné, quand tu ne sais pas, moi mon métier se résume à dire, quand je sais pas, je sais pas. Mon métier d'expert, c'est quand je ne sais pas, je cherche. Les gens, ils sont pas plus intelligents que moi, ils sont pas plus bêtes que moi. Ils n'ont pas l'information, ils savent qu'il y a quelqu'un qui peut leur donner de l'information. Je répète pour la 150e fois, notre métier, c'est vente aux enchères publiques. Les expositions sont gratuites, les estimations sont gratuites. On vous dit, lors des journées d'expertise, c'est bon, c'est pas bon, ça vaut tant. Oui, etc. tu fais ça aussi. Voilà. Là, j'en fais beaucoup à travers la France. Donc, vous avez la possibilité... Donc, tu as des gens qui... ça, c'est bien. Comment c'est déjà ton compte Instagram ou comment on peut te joindre tu tapes Alexandre Léger sur Instagram. Je crois qu'il y a 3 petits tirets entre Alexandre et Léger. Voilà. Et donc, parfois, tu dis, je vais ce week-end, samedi, à Drouot. Ouais, et je dis Drouot, mais partout. Là, tu vois, hier, j'étais à Morlaix. À Morlaix. Avec Maître Dupont, on a fait une vente très sympathique. Voilà, et donc tu expertises des pièces. Tu dis c'est bon, c'est pas bon. Après, et c'est gratuit, et tu arrives avec ta petite broche en diamant ou ta petite broche à la con, et joue en montre. Moi, c'est moi qui vais le dire ça. Les commissaires-priseurs sont plus généralistes et on vous le dire gratuitement. Voilà. Des fois sur photo, on fait un premier avis en disant l'armoire de grand-mère, c'est pour le bois, ça donne un excellent goût au merguez cet été. Allez-y, brûlez-là. Après, si on voit un truc sympathique, une belle marqueterie, on fait c'est peut-être boule, on peut peut-être envoyer un confrère expert en marqueterie, donc voilà, on va éviter de la foutre au feu, sinon ça sera les merguez les plus chères de l'histoire. Et qu'est-ce que tu penses d'une émission populaire populaire, je dis qu'elle est populaire, mais en vrai qu'elle passe sur une grande chaîne de grande écoute, Affaires conclues? Ça a permis de faire... Heureusement qu'il n'y a pas de vidéo. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas de vidéo. Mais c'est ce que je voulais. J'en ai discuté ce midi avec une copine. Je lui ai dit, écoute, moi, dans mon podcast, il n'y a pas de vidéo, même si je sais que ça peut marcher mieux
Parce qu'en fait, je vais faire des vidéos et je vais faire ce que tout le monde fait. Tu sors des petites phrases, tu mets la vidéo et voilà, et après tu sous-titres et tu balances ça sur. Oh, si tu veux des punchlines, j'en ai 50 voilà, par et jour. là, t'as des faire, punchlines. Ça... Ben non, je le ferai pas parce que j'aime bien que les gens, les gens se sentent protégés, tu vois, se sentent dans un écrin de son et pas dans l'image. Et donc voilà, vous n'aurez pas de vidéo. Si vous avez de la vidéo un jour, c'est que j'aurais craqué. Et il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Mais jusqu'à temps que j'en mette, il n'y aura pas de vidéo. Voilà. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé ? Contrairement à Affaires conclues, c'est que de la vidéo. Voilà. Et quel enchaînement. Non, Affaires conclues, je pense que ça déjà a permis à beaucoup de gens de comprendre notre domaine et voir qu'on pouvait être accessible. Voilà, c'est tout. Après, les mécanismes de l'émission, dans le métier, on a notre avis dessus. Voilà, c'est de la télé. C'est qui, je sais pas qui dit ça tous les soirs. Rappelez-vous, c'est que de la télé. Oh merde, est-ce que c'est pas... Qui dit ça ? Je crois que c'est Hanouna. Oh là 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 là. Donc, il y a 2 personnes à pas citer sur ce podcast. Vas-y. Cyril Hanouna et la deuxième. Et Orlinski. Alors, j'adore. Non, je déconne. Mon téléphone vient de s'allumer. Je crois qu'il a entendu Siri. Ah, il a entendu Siri. Ça. Non, je rigole. J'en ai rien à foutre. Tu as totalement raison avec Orlinski. Mais non. C'est un sous Jeff Koons qui est déjà un sous raté. Voilà, je te laisse libre de ça. Moi, je peux pas. Mais non. En gros, si tu veux, Affaires conclues, pour moi, ça a été un projecteur pour nos métiers. Pour dire que voilà, on est sympathique, etc. On n'est pas tous en costard cravate, un peu la patate chaude dans la bouche. Non, on est tous accessibles, etc. J'ai un de mes amis qui a fait acheteur pendant un temps, qui s'appelle Laurent Journeau, qui a acheté un peu à ça là-bas. Et mais c'était. Mais c'est rigolo quoi. Enfin. Et puis c'est pas des. Après, Laurent il est pas expert. Non, ils le disent pas. Après bon, il y a des mécanismes qui, c'est pas bien de dire la salle des ventes parce que normalement il devrait y avoir un commissaire-priseur. Bon bref, on rentre pas dans ces considérations là. Mais juste une chose, c'est-à-dire que tu te dis, voilà, ça a permis de rentrer dans les foyers de chacun, que ça soit la dame de 90 ans qui regarde ça l'après-midi ou la mère de famille qui regarde ça les rediffusions le week-end ou quoi que ce soit, ça a permis de toucher puis c'est fun, tu vois des objets. Je crois que c'est un peu comme les visites de maison. J'ai l'impression que c'est un truc qu'on aime tous regarder, tu vois. Non, mais parce que des vieux objets. Non, il y a un truc tout con. C'est que l'objet, je sais pas combien, allez, je dirais une connerie, 5 objets qui passent par émission. Il y en a au moins un des 5 qui. Oh, il y a le même chez mamie. Bon, c'est faux, hein, c'est pas le même, etc. Machin, mais tu as un lien où tu te dis, waouh, c'est même que chez moi. Donc, et je peux avoir. Alors, et ça a été. Il y a une autre émission avant que pour les plus vieux d'entre nous qu'on connaisse, qui s'appelait Un trésor dans votre maison, sur M6. Et là, par contre, j'aimais pas le concept parce que en fait, j'aimais pas. Ils vidaient complètement une maison et ils pensaient toujours qu'ils allaient trouver un trésor. Mais ça, c'était un concept. Alors, c'était un concept anglais à la base, parce que moi, je me souviens quand j'étais à Londres, j'ai passé un été à Londres, j'ai bossé, voilà, et je me souviens regarder la télé et voir ce concept en Angleterre. Donc c'était sûrement peut-être un concept même pompé d'ailleurs des US, quoique les US ils ont pas beaucoup d'antiquité, mais je pense que c'était un concept. Il vient de hocher la tête. Et non, il y a des trucs cool, hein. Franchement, j'ai fait des brocantes aux US, génial, mais j'adore parce qu'ils ont des. Enfin voilà, après c'est une autre époque. Tu vas pas chercher la même époque, mais il y a des choses. Moi, j'ai trouvé des choses incroyables. Ce que j'aimais pas dans cette émission-là sur M6, parce que j'aimais pas. Non, ça permet aussi c'était un premier pas peut-être vers Affaires conclues. Bon, 30 ça marche. C'est pour ça que les producteurs de la Warner a fait Affaires conclues. Mais en fait, ce que j'aimais pas dans l'émission, c'est de se dire un trésor dans votre maison, c'est-à-dire qu'il y avait forcément un trésor. Alors que malheureusement, pour plein de gens, il n'y a pas de trésor. Et les gens pensaient que oh là là, mamie, il doit y avoir un truc dans le placard, ça va nous permettre de refaire notre vie. Regarde, moi j'ai trouvé une chouette en laiton dans mon jardin et je pense pas que ce soit un trésor. Hein. Ouais, mais tu vois, c'est une espèce de petite chouette. Après, les gens, tu sais, les histoires des objets, l'âme. On revient à l'âme. Pas la chanteuse. Donc, celle-là fait. Celle-là je viens de faire de l'archéologie. Et c'est sans aucune coupure, sans aucun montage, mais je pense que je vais avoir une coupure là. Voilà. Celle-ci on peut pas la garder. Celle-là c'est très dur. Mais non, mais par exemple, quand tu te dis, en expertise, en journée d'expertise, il y a des gens qui viennent avec des objets, ils ne pensent jamais que la grand-mère peut avoir ça ou la mère a pu avoir ça du fait de la raison sociale des gens, etc. Et des fois, les gens ils se disent, de toute façon, je vais les foutre à la poubelle, c'est pas du diamant, c'est pas hip-hop, machin, etc. En fait, ils sont juste sales et ils repartent 3 mois après avec un chèque de 10 000 euros. Voilà.
Donc ça existe. Je dis pas que c'est partout, ça existe. Mais c'est bien, faut dire ça parce que ça. C'est gratuit. Non, mais c'est surtout ça permet de sauver des choses, tu vois. Je me souviens une fois où j'avais un cousin qui m'avait envoyé comme ça une photo d'un fauteuil qui est trouvé dans une vieille ferme qu'il avait racheté. Il était à deux doigts de le jeter et il était avec ma copine et qui est sa cousine pour le coup. Et Mathilde elle lui dit non mais attends, on va envoyer ça à Arnaud parce que lui, je suis sûr qu'il je suis assez passionné de mobilier, etc. Et je fais une petite recherche, je me dis, je vois la photo, je fais ça, à mon avis, c'est. Et en fait, c'était un truc qui se vend peut-être 1 000 € en vente, enfin, tu vois. Et au moins, tu sauves un objet, tu vois, plutôt que d'un objet qui aurait peut-être pu être jeté, ou tu vois. Et puis, tu lui donnes une nouvelle âme. Exactement. L'âme de l'objet. Non, mais voilà, on est un métier de découverte. Oui, bien sûr, quand je disais que le noyau central de mon métier, c'est de transmettre, c'est justement la transmission, c'est qu'il y a un fil qui se Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour transmettre ? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour transmettre ? Alors, il y a des choses que je peux dire, heureusement des choses qu'on n'a pas la vidéo. Non, mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu vas faire et tu as envie de faire justement pour transmettre ? Tu vois, par exemple, pour mes confrères d'un certain âge, ne mettaient pas forcément des photos complémentaires, ne faisaient pas des descriptions, mettaient pas les poinçons de mètre sur les bijoux, sur les montres, etc. Moi, j'ai rien à cacher, je le mets. Et donc, c'est des choses qui restent dans les archives d'Internet, dans les catalogues. Et donc ça, si quelqu'un dans 2, 3, 5 ans, 10 ans, 20 ans a le même objet, le même poinçon, il va pouvoir taper dedans, il verra que c'est moi. Enfin, ça, moi, je m'en fous, mais il verra qu'il y a un objet avec ce truc-là qui reste, donc ça va ressortir et ça voilà. T'as donné les infos, quoi. Je vais permettre de gagner du temps à un prédécesseur ou quelqu'un qui s'intéresse. Donc ça, c'est une façon de transmettre. Une façon de transmettre, c'est aussi des livres que j'ai envie d'écrire. Qui j'espère qu'ils sortiront bientôt. On a les idées, etc. T'es aussi, alors je sais pas comment on dit, mais responsable du patrimoine. J'ai la chance d'être directeur du patrimoine de la maison de Vévert. La maison Vévert est une maison de joaillerie qui a été fondée en 1800. Et là, c'est là le directeur du patrimoine oublie. Elle a été fondée en 1821 par Ernest Vévert et qui a déménagé en... Je vérifie en live. Non, c'est bon, en 1821. 1821 par Ernest Vévert et après c'est arrivé à Paris en 1871 et ça a été l'une des maisons les plus connues au début du XXe siècle qui était l'égale voire supérieure à Cartier, Van Cleef, Mauboussin, etc. et qui du fait d'avoir été extrêmement productive, extrêmement reconnue dans le domaine de l'art nouveau a malheureusement pas su prendre aussi bien que des maisons qui sont devenues plus importantes comme Van Cleef & Arpels, Cartier et autres, le tournant de l'art déco. 1821, exactement. À Metz, dans une rue qui aujourd'hui porte le nom de Vévert. Et V-E-R. Voilà. Vévert selon comment on le dit, mais voilà. Selon la famille, les deux se disent Vévert ou Vévert. Et ça consiste en quoi alors ? Directeur du patrimoine, c'est-à-dire qu'on a des archives, on n'a pas tout, on essaie de recoller des morceaux qui manquent, on essaie de comprendre comment c'était fait, qui l'a fait, quels étaient les ateliers qui ont travaillé pour la maison, et est-ce que la maison a travaillé pour d'autres personnes, etc. Et là, je suis en train de faire un gros travail de recherche sur la collaboration qu'il y a eu entre Lalique, le fameux verrier, qui a fait aussi des bijoux, et la maison Vévert, puisque Lalique, au départ, était un dessinateur qui a vendu ses compositions, ses dessins à différentes maisons, dont Vévert. D'accord. Et en fait, c'était remettre là, aujourd'hui, ma mission, c'est de faire une exposition qui aura bientôt lieu à Paris, qui sera une exposition gratuite. On fera des événements avec une autre maison de vente internationale. Et t'as pas peur d'être jugé parti justement quand tu fais ça ? C'est pas moi qui achète. Non mais tu travailles pour une maison donc potentiellement si tu croises un bijou de chez eux, tu vois ? Non, parce que par exemple la dernière fois dans une étude il y avait un écrin Vévert dans un bijou qui n'était pas Vévert et je sais faire la part des choses entre mon métier d'expert et ma fonction de directeur du patrimoine. Et il faut être intellectuellement. C'est pour ça que je suis le seul expert dans ma catégorie qui ne soit pas expert et marchand. Déjà. D'accord. Donc déjà intellectuellement c'est pas moi, j'achète pas, je revends pas, etc. Donc, toi t'es les commissaires-priseurs. Conseiller aux entreprises. Moi, ma boîte, c'est conseiller aux entreprises. Voilà, donc le commissaire-priseur, il arrive, il te paye pour expertiser. C'est ça ? Non, on fait une expertise, on essaie de faire la plus belle fiche, la plus belle photo, la plus belle publicité. Si ça se vend, et uniquement si ça se vend, je touche des honoraires. Ah ouais ? T'es à l'honoraire ? Oui. Donc ça veut dire que je ne vends pas. Tout le boulot que j'ai fait sert à rien. Non, il ne sert pas à rien, mais il n'est pas payé. Il n'est pas payé.
Ok. Ah, c'est énorme ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de boulot des fois. Il y a quand on met beaucoup de cœur à l'ouvrage, on se déplace dans toute la France, on va faire des recherches, etc. Et des fois vous êtes 3 mois sur un objet. Donc je fais pas Bon après, et vous vendez pas. Après c'est le risque de. C'est comme lui quoi. Lui il peut, enfin lui ou elle, non? Quand tu fais appel à un expert, c'est l'expert qui fait tout quasiment. Non mais ok, il fait tout, mais d'accord, ok. Il va expertiser, tu vas faire le catalogue. Et pour faire le catalogue, t'es quand même payé pour faire ça. Alors, non, même si les catalogues, c'est les études qui le font. Il n'y a pas de fixe sur ça? Non. Ah, énorme. Tu vois, tu m'apprends, enfin, nous apprends, j'imagine. Les experts non salariés, les experts indépendants, on n'est qu'à la commission, donc c'est pour ça qu'il faut juste extrêmement bien travailler, faire un travail extrêmement sérieux de recherche, extrêmement sérieux d'estimation, de connaître le marché, etc. Parce que tout le travail qu'on aura entrepris ne peut jamais payer. D'accord. Voilà. Et là, directeur du patrimoine, par contre, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais c'est ça aussi d'avoir cette double casquette, c'est de connaître aussi ce que c'est, une maison de joaillerie, comment elle fonctionne, qu'est-ce que ça peut être les idées que tu peux apporter en tant que patrimoine en disant, vous savez, voilà, là, il y a 2 jours dans une grande maison de vente française, j'ai racheté un lot d'écrins Weber qui date de 1871, puisque c'est du 19 rue de la Paix jusqu'à 1940, et j'ai maintenant la collection d'une grande partie des différents écrins de la maison Weber depuis pendant 70 ans. D'accord. Donc tu vois les évolutions, etc. Donc c'est très intéressant parce que on recolle les morceaux, et que ça soit expert ou directeur du patrimoine, c'est les objets qui nous parlent. Alors des fois quand je dis ça, je passe un peu pour un fou. Mais des fois les objets ils me parlent. Moi des fois les objets, tu m'apportes un objet, les gens me parlent pas, donc je suis en train de regarder. Ils ont quel visage, ces objets qui vous parlent, monsieur Léger? Mais non, mais parce que t'as des choses. Non, mais c'est encore une fois, c'est ce que tu nous parles. Tu vois, c'est l'âme encore une fois. Je comprends ton affection pour les objets. En fait, j'adore. Je la partage. Si tu veux, c'est l'âme, et après tu analyses qu'est-ce qui était le mot le plus important de mes 3 ans d'histoire de l'art que j'ai appris. C'est recontextualiser. Mon métier tous les jours, j'utilise ce mot tous les jours, c'est recontextualiser. Tu ne peux pas comprendre un objet sans que tu recontextualises son moment de fabrication, son contexte de fabrication, industriel et sociétal, etc. Quand tu as une montre de sport des années 60 avec un fond vissé, une couronne vissée, etc., et que tu vois quelqu'un qui te la porte, tu te dis, putain, normalement à l'époque, tout le monde, le bon père de famille, s'achetait une montre en or pour asseoir sa stature, etc. Et là, tu vois des montres un peu techniques, ou tu vois des montres avec... Pourquoi et là, tu dis, votre père, il aurait pas été fait. Il n'était pas ça comme truc. Mais bien sûr que si, mais comment vous savez? En fait, à l'époque, il y a que des gens comme ça qui s'achetaient ça. Ah bon, c'est génial. Et tu leur donnes une âme, et tu fais rêver aussi les gens. Voilà. Et là, il y a 50 000 speed, ou je ne sais pas combien de Speedmaster qui sont disponibles. Il y en a une prochainement, c'est un vrai astronaute qui l'a porté. C'est pas la même chose que la même en or qui a pas été portée par un astronaute. À Nice, à l'été dernier, j'ai vendu une Speedmaster. Le mec, le vendeur, j'ai dit, écoutez, monsieur, elle est très belle, etc. Une très belle patine, etc. C'était ou un pilote de course, hein, ou alors ou un aviateur. Il me fait, mais comment vous savez? Je dis, quoi? Mais mon père, il était pilote sur DC3. Un jour, il s'est craché dans le désert avec la Speedmaster. Non, mais c'est une blague. Il me dit, non. Je dis, mais à tout hasard, vous auriez ces vêtements? Il me dit, bah oui. Et on a vendu la Speedmaster avec l'ensemble des tenues de pilote de son père. Et les gens, quand ils font ça, moi, je suis un peu... je suis peut-être trop émotionnel avec les objets, mais... Ils ont besoin d'argent, ou ils ont envie de se après c'est la vie, t'imagines. Après, moi, récemment, j'ai acheté sur Le Bon Coin, enfin récemment, il y a 2 ans, un Leica 3 qui a appartenu à un clarinettiste que je t'avais raconté. Et c'est vrai que quelqu'un qui a joué avec Boris Vian, etc. Enfin, tu vois, des histoires... l'âme de l'objet. Et pour le coup, je l'avais identifié sur Le Bon Coin parce que j'avais vu cet objet, il y avait un pins dessus, tu vois, et qui était accroché sur la lanière de l'appareil. Et c'était un pins qui, au final, j'ai identifié comme une équipe de foot polonaise ou un truc comme ça. Enfin bref, tu vois le truc.
Et en fait, cet objet, il a été vendu par un membre de la famille parce qu'il traînait dans la famille depuis des années. Personne ne voulait l'utiliser. Personne faisait de la photo avec un Leica 3. C'est un objet totalement antique. Et donc, ils l'ont vendu. Mais moi, je trouve ça con. Je me dis, en plus, je l'ai acheté vraiment pas cher. Mais pourquoi se séparer d'un tel objet ? Alors, tu as des raisons financières. Oui, il y a des raisons financières. Tu as des raisons, tu ne l'utilises pas, c'est trop clinquant, j'en ai pas l'utilité, il y a plein de raisons, etc. Mais aussi, quand je dis aux gens... C'est dur de séparer d'un objet comme ça. Je juge pas en fait comment les gens vendent ou pourquoi ils vendent. Moi, ce que je veux, c'est les accompagner le mieux et transmettre. Par exemple, tu vois, je reprends un autre exemple. Il y a quelqu'un qui apporte un jour une exceptionnelle, je l'ai trouvé magnifique, une Omega Constellation grand luxe, c'est-à-dire cadran en or, un cadran pim-pam en or avec le centre qui était satiné et les facettes qui étaient brillantes. Extraordinaire, magnifique. Et je dis, la première année de production de la Constellation, vachement beau. Et je dis à la dame qui me l'apporte, elle me dit, mais c'est qui avait ça ? On me dit, c'est un célèbre joueur de l'OGC Nice, monsieur machin. Et en fait, il se l'a acheté quand ils ont gagné la Coupe de France. En fait, quand dans la description, j'ai mis montre offerte par l'OGC, probablement offerte par l'OGC Nice pour célébrer la victoire en Coupe de France en 1952 à monsieur Untel, lorsque j'ai énoncé au micro la vente que ça avait été appartenu à monsieur Untel de l'OGC Nice, je l'ai refait revivre la personne. Pendant quelques instants, tu refais revivre la personne. Donc en fait, tu as transmis une histoire et tu as transmis aussi, tu ne l'as pas oublié. Donc des fois, c'est l'objet de ta grande-tante ou de ton arrière-grand-père, mais ça fait 40 ans, 30 ans, 20 ans, un nombre incalculable d'années que c'est dans un tiroir. Et toi, tu l'utilises pas, tu t'en sers pas, ça t'intéresse pas. Outre le truc financier, parce que financier, ça peut être 100 balles, ça peut être 1 million. Ouais, c'est ça. Mais toi, t'as pas de souvenir forcément lié avec, mais si tu arrives à raconter une histoire et le transmettre à quelqu'un d'autre, pour moi, là, j'ai gagné. Mais tu vois, quand j'ai regardé, ça m'arrive rarement, mais d'avoir regardé justement cette émission à faire conclure, je voyais des personnes qui arrivaient avec des objets et qui étaient vendus au final, je sais pas, une misère. Et je me disais, pourquoi faire ça pour si peu, quoi. Tu vois, Arnaud, c'est que les gens comprennent sur le podcast. On en parlait hier avec un confrère. On est un poumon, c'est nous qui voyons comment l'économie et les gens fonctionnent et si ça passe bien. Parce que des fois, pour 10 €, les gens sont contents de vendre. Ouais. Et c'est pas une question. Et d'autres fois, ils vendent l'entièreté d'une maison leurs parents parce qu'ils ont des frais de succession à payer. Ils sauvegardent la maison en payant l'intérieur. Donc en fait, finalement, c'est pas une question d'argent, c'est une question de choix. Ouais. Tu fais des choix dans la vie. Ils ont eu une vie, ils en auront une après. Ils en auront peut-être pas après parce que ça passe à la poubelle et personne s'en fout. Enfin, tout le monde s'en fout. Mais bon, voilà, c'est la vie des objets, l'âme des objets, le podcast de la radio. Tu vas lancer ton propre podcast. On me le demande, je pense, toutes les semaines. Faites un podcast, faites une chaîne YouTube. Je me connais, si je voulais faire un truc propre, c'est dur, c'est long. Et je pourrais pas le faire. Je vous admire, tous ceux qui font des podcasts et tous ceux qui font des... Tu participes à des podcasts. Voilà, mais tous ceux qui font des podcasts ou qui font des vidéos, je vous admire parce que vous avez le temps et moi, si je voulais bien le faire, j'aurais pas le temps. Donc, merci de m'inviter. On le prend. On prend le temps. On le trouve. Écoute, merci beaucoup. Mais je t'en prie. C'était très intéressant. Honnêtement, je pense que j'arrête la conversation, mais je le force, tu vois. Genre, je suis pas sûr que il soit nécessaire de l'arrêter maintenant. Mais je sais que tu as quelques obligations après cela. Oui. Mais en tout cas, c'est toujours... Je crois que toi aussi. Oui, mais c'est toujours passionnant de discuter avec toi. Moi, j'aime bien ton franc-parler. Je sais que ça fait grincer pas mal dedans, mais je trouve que tu as une certaine justesse dans ce que tu dis et c'est assez noble ce que tu fais. Donc voilà, tu le dis franchement, c'est peut-être ça qui peut déplaire à certains, mais j'aime bien la manière dont tu vois les choses. Je la partage en partie, donc c'est intéressant. C'est bien de pas être lisse. Voilà, c'est bien de pas être lisse. Moi, je suis assez lisse en général, mais bon, c'est assez. J'aime bien le grainer. Voilà, pour faire une allusion où on est. Exactement. On dira pas où on est. Tiens. Non, voilà, on va pas le dire. Mais le sous-main en cuir est très beau. Exactement. Je vais pas essayer du cul. Et donc, on est là où je fais mes vidéos, tu vois. Donc, derrière toi, il y a comment on appelle ça, les poutres, mais des colombages. Tout à fait.
Monsieur est très bon en architecture et en décoration. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Au plaisir de te recroiser sur le podcast, un de ces quatre. Au plaisir. Et si les gens veulent voir un peu mon métier, ils me suivent sur Insta. Et voilà. Je pense que Alexandre on Léger. verra avec toi et les gens qui te suivent. Mais peut-être que, allez, je vais dévoiler ça, mais début juin, on pourrait peut-être s'organiser un truc pour vous expliquer ce que c'est une vente aux enchères et de faire un cocktail. Yes, avec grand plaisir. Tu nous dis ça. Et j'ai une dernière question pour toi. Qui aimerais-tu entendre à ta place en vivant et en français? Ah, j'aime bien. Il faudrait que je la pose à l'avance cette question parce que les gens puissent réfléchir, tu vois, plus maturer le truc. Il y a quelqu'un que tu aimerais bien entendre? Quelqu'un que je voudrais bien entendre, mais que tu laisses dehors sans attaché de presse, sans rien, et qui puisse parler librement. Je voudrais bien que tu fasses un podcast à 3 ou à 4 avec toi, que tu mettes dans une même pièce Journe, Dufour et Biver. Ouais, mais attends, on met des trucs, on met des grilles, on met des... Non. Ah, d'accord. T'enlèves les couteaux de la table, Ouais. voilà. Mais ouais, Journe, Dufour et Biver, je trouve que... Alors, on fait une traduction pour les gens qui savent pas moi, honnêtement, je connais aucun des trois, personnellement. Il faut avoir des défis dans la vie. Biver, monsieur Jean-Claude Biver est une figure de l'horlogerie mondiale, un pilier, un des sauveurs de l'horlogerie contemporaine. Il est passé par toutes les grandes maisons, il a été directeur Blancpain, Omega, si je dis pas de bêtises, Hublot, il a relancé un peu Hublot, il a fini comme carrière directeur de la division horlogerie chez LVMH. Chez LVMH, exactement. Bon, bref, voilà. François-Paul Journe, qui est un Français indépendant, un horloger indépendant. FP Journe, sa marque. Voilà, qui est extrêmement reconnu. Et qui n'a pas la langue dans sa poche. Voilà. Un jour, même moi, je voudrais bien le rencontrer parce que je pense qu'on partage beaucoup de choses. Mais surtout j'ai aucun problème pour le rencontrer puisqu'on m'a récemment proposé de le rencontrer. Bah, avec grand plaisir. Mais en off. Voilà, c'était pas... Parce que justement, moi, j'ai dit... Tu as entendu mon préambule en mettant les attachés de presse. C'est ça, exactement. Et Philippe Dufour, qui est un horloger de génie et qui... c'est des montres, c'est même plus des montres, c'est des pièces, c'est de l'art. Et en fait... ça doit être sympa de rencontrer ces trois personnes. Ouais. Et tu sais ce que on se disait tout à l'heure, il faut les enregistrer avant qu'ils soient plus là. Bon, ils sont encore jeunes. Philippe Dufour, je ne trahirai pas de secret, mais il a un certain âge et puis voilà. Non, on va essayer. Mais en tout cas, ça serait bien de voir 3 piliers à leur niveau, un vrai horloger, enfin 2 vrais horlogers, un patron de marque. Voilà, c'est des gens extrêmement talentueux tous les trois. Mais quoi. C'est bien d'avoir. Ils ont chacun leur talent, je pense. Oui, tu vois, voilà. c'est ça qui est intéressant. Et ils ont connu une époque, ils ont connu les évolutions de ces époques-là, de cette époque-là ou ces époques-là. Et je pense que un petit tour de table à 3, je veux bien venir ce jour-là. Ça serait bien de la gueule. En vrai, Biver Dufour. J'ai pas de syndrome de l'imposteur, mais je me sentirais tellement petit. Écoute, il y en a plein qui les interviewent et qui n'ont pas de la légitimité. Je pense que toi, tu l'aurais. Et j'ai interviewé Maurice Renoma, qui pour moi était quelqu'un. Enfin, malheureusement, il a pas le. Il a pas l'aura d'un Karl Lagerfeld. Enfin, tu vois, il a pas l'image d'un Karl Lagerfeld ou d'un Saint Laurent, etc. Et pourtant, c'était quelqu'un qui a vraiment renversé bien sûr. Et qui a changé la face de la mode masculine pour toujours. Enfin, je veux dire, venez s'inspirer chez lui des très très grands noms. Voilà, bon, après Maurice, je le connais depuis plusieurs années, mais c'est vrai que je le croise depuis plusieurs années, mais c'est vrai que là, je me sentirais tout petit. Et en fait, après, t'as raison, faut pas... Non, faut pas. Et en fait, je pense que c'est plein de gens qui veulent transmettre et qui veulent partager des connaissances, des savoirs. Et puis, ce qui est le pire, quand j'ai eu la chance de rencontrer certaines personnes qui m'ont impressionné, mais il faut pas le montrer, et il faut pas être un peu groupie. Mais par contre, je pense que c'est des moments... C'est tout sauf moi, quoi. C'est des moments... pas comme ça. C'est des moments... Ouais, mais tu sais, quand ça fait... je donnerai pas de nom, mais il y a des gens, ça fait 10 ans, 15 ans que tu lis leurs livres, tu sais ce qu'ils font, etc. Et puis autour d'un salon, autour d'une rencontre, tu te retournes, fais bonjour. Bonjour. Et là, tu te dis, mais il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, j'ai dit, vous savez, je pense que 1/10 de ma bibliothèque porte votre nom. Ouais. Voilà. Ouais. Mais allez, défi pour et c'était Lévi. mais en tout cas, je te le souhaite. Voilà.
Dufour, Journe, Beaver. Allez, Bon courage, on va Arnaud. se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine. Et quoi d'autre? Tu veux dire un mot à la fin? T'as posé le mic. Qu'est-ce que tu veux dire à la fin? À bientôt. Ciao, à plus.